Vous connaissez le thème? Oui, non? Oui. Votre principal souci, c'est ce que je comprends. Ça marche. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver. Bravo la jeunesse. J'étais hier à Créteil. Enfin un gros pari avec Rav Benjamin. Est-ce qu'ils vont venir? On va venir 2 soirs de suite. Et bon, Hachem, au niveau de l'âge, c'est inversement proportionnel. Donc imaginez que c'est très jeune ce soir. Donc c'est très vieux hier. Bon, alors, donc, il y a un problème de réactivité. Alors, donc il y a une Mara dans Sota, incroyable. C'est la première. Si vous n'arrivez pas à la deuxième, au moins vous faites la première. Et là-bas, la Gemara pose une question incroyable. Enfin, elle parle en fait du zivoug, c'est-à-dire de la personne que l'on va rencontrer. Que d'un côté, c'est marqué En mezavkim lo l'adam isha et là les filles ma'asav, qu'on fait rencontrer un homme à une femme selon ses actions. Chez les marques, Kilo Yanoir Shevet Aracha Al Gora la Tzadikim, qu'il ne va pas tomber sur le sort d'un. Oh là là. Kilo Yanoir Shevet Aracha Al Shevet Tzadikim, ça veut dire que quelqu'un qui est bien, il ne va pas avoir un mazal qui est mauvais. Et d'un autre côté, Amar Rabbi Yochanan, Vikashim, les Afghans qui créent Tchatsouf, et c'est difficile de créer ce couple comme l'ouverture de la mer Rouge. Bon, et d'un autre côté, c'est marqué que Arbaim Yom, Kodem Yetzirat Havlad, 40 jours avant la conception donc, du fœtus, Bat Kol Yotzet Veomeret, il y a une voix céleste qui sort et qui dit Bat Plouni les Plouni, la fille d'un tel pour un tel. Sous-entendu que la chose est fixée au départ. Depuis le moment où les parents conçoivent l'enfant, alors il y a une Mara dans l'Ida là-bas qui explique qu'il y a un ange qui vient et qui dit Tipazo Materia, cette goutte, qu'est-ce qu'elle va devenir? Cette goutte de semence, et elle dit aussi riche ou pauvre, ou grand, petit, beau ou moche, et aussi Bat Plouni les Plouni, c'est la fille d'un tel pour un tel. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il prend une Neshama, il la divise en deux, il l'a mis dans un corps d'homme, la moitié, et l'autre dans un corps de femme. Maintenant, au moment où la personne elle va rencontrer son batzoug, c'est-à-dire sa moitié, son âme sœur, comme c'est expliqué dans les milieux autorisés, alors il y a ce qu'on appelle le coup de foudre. Maintenant, c'est-à-dire que la personne, elle sait que c'est cette personne-là. Maintenant, je ne parle pas des gens qui ont un coup de foudre tous les jours. D'accord? Ça n'a rien à voir, ça s'appelle un court-circuit. D'accord? C'est juste parce qu'en fait, on a dénudé les fils trop tôt, c'est pour ça que le courant passe. D'accord? Mais, que si quelqu'un réfléchit, il fait ce qu'il veut. Ouais. Que si quelqu'un réfléchit, que d'un côté c'est marqué, donc que c'est fixé, d'accord, Mina Shamaim, c'est facile, et de l'autre côté c'est marqué que en fait c'est les filles Marasav. Alors c'est quoi les filles Marasav selon les actions? Alors il faut bien comprendre une chose, et ça c'est très très important, c'est que, ici on va parler de ce qu'on appelle Zivug Rishon, Zivug Sheni, c'est-à-dire le premier partenaire ou le deuxième partenaire. La différence c'est que le premier partenaire il est unique, et le deuxième partenaire il est pluriel. Pourquoi? Parce que celui qui va selon les actions de l'homme, ça veut dire qu'au fur et à mesure que quelqu'un évolue, que quelqu'un grandit, ou au contraire, que quelqu'un se détériore, ou quelqu'un ne s'améliore pas, ou que quelqu'un n'atteint pas son niveau maximum, donc il va falloir qu'on trouve, entre guillemets, dans le monde, une autre moitié de Neshama qui soit du même niveau de non-élévation, ou le contraire, du même niveau de détérioration. Ça dépend si on regarde la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. C'est que dans l'absolu, si une personne évolue, grandit, se développe physiquement, mentalement, spirituellement, intellectuellement, et qu'elle atteint son niveau maximum, alors elle va rencontrer la personne qui elle-même est à ce même niveau, évidemment à condition que l'autre personne elle a fait le même travail. Vous me suivez? Voilà. Ça veut dire que les parents et les enfants n'ont pas la même neshama. Les maîtres et les élèves n'ont pas la même neshama. Mais l'homme et la femme ont la même neshama. Alors quand on sait que la neshama elle est à l'origine, en fin de compte, de tout ce qu'on est. Parce que tout ce qu'on développe, tout ce qu'on produit, c'est le fruit de l'influence de l'âme. Parce que la Neshama, on l'a expliqué déjà plusieurs fois ici,
elle a beaucoup de caractéristiques, mais une d'elles, c'est qu'elle développe une certaine volonté, et c'est une énergie qui ensuite devient une volonté. Et cette volonté-là, elle est propre à chacun. C'est comme si chacun il a une longueur d'onde. Maintenant, quand tu veux écouter 94.3, tu peux pas te mettre sur 94.8, ça marche pas. Oui, eh ben, la longueur d'onde commune entre les deux moitiés de Neshama, elle se retrouve au moment où les gens se rencontrent. Et ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'amour. C'est pour ça que Ahava, c'est la même gematria que Echad, qui est un, parce que les deux personnes font un. Maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui peut te ressembler plus que la moitié de ton âme. Parce qu'ensuite, sur ton âme se moule ton psychique, qui est adapté à ton âme, ensuite ton physique, qui est adapté à ton psychique et à ton âme, et ensuite ton vécu, qui est adapté aux trois premiers. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que l'homme et la femme, ils sont l'un en face de l'autre, et les deux, ils forment une seule âme. Donc ça fait une âme pour deux corps. Mais ça fait aussi une âme pour deux personnalités. Ça fait aussi une âme pour deux mentalités. Ça fait une âme pour deux vécus, qui viennent de deux familles, des fois de deux races, des fois de deux espèces, avec certains essais de compatibilité difficiles, d'accord? Mais cette logique, c'est quoi? C'est qu'on est l'un en face de l'autre. Et dans l'absolu, ouais, encore une fois, si quelqu'un a fait exactement ce qu'il avait à faire, donc il a suivi un parcours qu'il a fait devenir ce qu'il est censé être, alors à ce moment-là, il va rencontrer si la personne, encore une fois, elle-même a fait le même travail. Maintenant, si ça ne s'est pas passé comme ça, d'accord? Parce que qu'on le veuille ou non, si on est intelligent ou pas intelligent, eh ben, on aura un certain parcours. Maintenant, si on est intelligent mais qu'on est paresseux, on aura un autre parcours. Ouais. Et si on n'a pas confiance en soi, on aura encore un autre parcours. Et si on a mal vécu les épreuves, on a un autre parcours. Et si on n'a pas été touché par une sensibilité religieuse, donc on va avoir un autre parcours. Parce que même si quelqu'un n'est pas religieux, il a quand même une neshama. Vous me suivez? Ouais. Et même si quelqu'un est paresseux, il a quand même un cerveau. Et même si quelqu'un, il a besoin de manger, mais il n'est pas obligé de manger 10 kilos de sucre. Donc ces 10 kilos de sucre, ils vont avoir une influence sur son corps. Son corps, il va avoir une certaine forme. Cette forme, elle va avoir un lien avec son aspect. Son aspect, il va avoir un lien avec ses complexes. Les complexes, avec les gens qu'il va imaginer d'épouser. Maintenant, lui, il a un rapport avec le sucre. Maintenant, il n'y a pas de différence entre le rapport que tu as avec le sucre, qui va déformer ton corps, ou le rapport que tu peux avoir avec la faute, qui va déformer, entre guillemets, les voiles de ta neshama. Vous me suivez? Non, maintenant, quelqu'un qui va avoir un vécu sain, S-A-I-N, un vécu sain, S-A-I-N-T, il va avoir une certaine forme, il va avoir un certain profil. Et ce profil-là, il le met en situation de rencontrer la personne qui est adaptée, qui est la sienne. Ça s'appelle Zivug Rishon. D'accord? Maintenant, au cas où on a dit quelqu'un il n'a pas atteint ce niveau-là, bon, parce que des fois, des gens, on leur dit c'est la sortie 18, ils entendent mal. Ils sortent à la sortie 8. Donc comme ils sortent à la sortie 8 sur l'autoroute, ben, c'est un autre paysage, c'est un autre village, c'est des autres rencontres, c'est une autre histoire. Donc des fois on sort trop tôt de l'autoroute, on s'arrête en boîte de nuit, ou alors on va être formé par le Rabbi David à Ibiza, d'accord? Donc, bon, c'est pour la Hazanout, c'est pas que ils sont très bons, mais pour le reste, tu sens un peu bizarre à la fin, d'ailleurs ça s'appelle Ibiza, d'accord? Mais que la personne, en fin de compte, elle est sortie un peu tôt, d'accord? Ou alors elle n'a pas maîtrisé son Yetzirah, donc elle a fait une crise par rapport au mitzvot, d'accord? Ou elle a un rabbin qui l'a dégoûté de la Torah, ou elle a une scolarité qui n'a pas fait comprendre l'importance des choses. Donc il y a des gens comme ça qui sont profondément religieux à l'intérieur, mais que dans leur vécu, ils n'arrivent pas. Ou des fois, ils sont psychorigides. Oui, ou têtus, ou obstinés, parce qu'ils confondent détermination et obstination. Du coup, toute leur vie, ils vivent avec une frustration ils vont tout le temps parler de religion, mais ils n'arrivent pas à l'appliquer. Mais là, il y a un problème, parce que si lui, il a une neshama qui est très tendance religieuse, donc la fille qu'il doit épouser normalement, elle est très tendance religieuse. Donc c'est pour ça que des gens, des fois, qui ne sont pas du tout religieux, mais ils sont attirés que par des religieuses. Surtout des pâtissiers. Bon, c'est pas grave. Vous avez réagi comme des éclairs. D'accord. Et c'est bizarre, parce que moi je vois des couples atypiques, d'accord? Le gars me dit, oui, Rabbi Chetri, t'as me saoule avec les filines, avec la cache-route. Je dis, mais pourquoi t'as pris une fille de séminaire? T'es un brel. Je dis, toi, qu'est-ce que t'as été chercher un gars comme ça? Elle me dit, oui, mais vous comprenez, les autres, les religieux, ils sont pas marrants. Tout le temps, la Torah. Lui, il est rigolo, il est sympathique, il est ambiance, il est fun, il est tralois. Je dis, ok, mais lui, il est d'accord de donner l'attention, mais il va être payé en nature. Et pas en petite coupure, hein, en cash. Puisqu'il n'y a plus rien à cacher. D'accord? Donc,
T'es d'accord? Ah non, mais moi je suis pas comme ça, moi je suis une fille pudique, je comprends pas. Tu vois, des trucs comme ça, où les gens, en fin de compte, il y a toujours une distance entre leur fond et leur personne. Et ça, j'ai vu des gens très 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 religieux qui n'avaient pas l'air du tout de l'être, et des gens très 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 religieux que tu dis dommage qu'ils ne sont pas non religieux, parce qu'ils sont pile dedans. Ouais. Et ça, maintenant, c'est au niveau de la religion. Maintenant, de la même manière, au niveau intellect. Tu as des gens, par exemple, qui sont très 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 scolaires, mais complètement perdus dans la vie. Tu as des gens qui ne sont pas du tout scolaires, mais qui ont une intelligence de la vie incroyable. Ils sont autodidactes, ils sont patrons, ils sont gestionnaires, ils sont calculateurs, ils ont un cerveau incroyable, mais ne leur parle pas d'une dissertation de... Alors qu'est-ce que tu vas dire? Parce qu'il n'a pas de diplôme, il est vrai. D'accord? Donc il y a une différence intellectuelle, il y a des vrais intelligents et des faux intelligents. Et dans le physique, c'est pareil. D'accord? Il y a des gens beaux, il y a des gens moches. Pourquoi tu trouves moche? Ah, parce que tu corresponds pas au canon de la beauté. Ok, eh ben, c'est pas vrai. J'ai vu des gens, 40 kilos trempés, ils épousent Top Boza et ils sont heureux. Ils l'adorent. Ils disent, ah, elle est belle, elle est belle. Je dis, mais enfin, il y a quand même une surcharge pondérale conséquente. Non, c'est une question de choix, et puis il n'y a pas photo. Ouais. Donc, ils sont heureux, ils sont très heureux. Bon, Hachem, elle est très épanouie. Mais non, une jeune fille qui a une surcharge, mais qui est très heureuse et qui est bien dans sa peau, elle va être mieux qu'une anorexique qui se fait vomir tous les repas pour essayer de conserver son poids d'origine, c'est-à-dire celui qui correspond au cercueil, d'accord? Mais, tu vois, c'est là, donc tu vois, au niveau physique, des incohérences. Au niveau spirituel, des incohérences. Au niveau intellectuel, des incohérences. Alors après, comment on fabrique des couples avec toutes ces incohérences? Et moi, je peux vous dire que je travaille depuis 25 ans dans le service après-vente. Parce que vous voyez la choupa, les photos, le traiteur, les brillants, mais il y a la suite aussi. Hein. Il y a la suite. Pour ça, toujours, je dis aux jeunes filles, au calotte, ne vous maquillez pas trop le soir du mariage. Parce que le lendemain matin, quand tu sors de la salle de bain et que tu ne te reconnais pas, et tu dis, madame, vous êtes qui? Vous êtes on ne sait pas où. Tu peux pas être la veille Cléopâtre et le lendemain la momie. Tu peux pas, c'est pas possible. Donc il faut être un peu raisonnable. En plus, tu as une beauté naturelle, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Bon, à la limite, un petit trait noir, un petit peu de fond de teint. Ça y est, tu es extraordinaire. Non, tu nous mets le ravalement. Ben c'est pareil pour les garçons. Ouais. Pourquoi tu joues un rôle? Pourquoi tu fais genre, tu donnes des trucs, sois naturel. Sois normal. Vous savez que normal, c'est un niveau. Les gens, ils croient que bon, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il n'y a que les présidents normaux qui sont pas normaux. Ouais. Mais un gars normal, c'est un gars extraordinaire. Parce qu'il est égal à lui-même, parce qu'il dit ce qu'il pense, parce qu'il fait ce qu'il pense, parce qu'il est sincère dans ce qu'il dit, dans ce qu'il croit, dans ce qu'il fait. C'est extraordinaire. D'être normal, c'est incroyable. D'accord? Maintenant, si tu rentres dans un jeu de rôle, automatiquement, après l'autre, il faut qu'il rentre dans un jeu de rôle. Ouais, et après le mariage, d'un seul coup, j'ai découvert le vrai visage de mon mari, et pourquoi elle m'a pas dit ce qu'il ressentait, et elle m'a caché des choses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce rapport de sincérité, il n'y a pas ce rapport de droiture. Mais le problème, c'est que pour être droit avec l'autre, il faut être droit avec soi-même déjà. Maintenant, le relief de ce que tu es, c'est fonction de tes actes. Pourquoi on juge quelqu'un sur ses actes? Peut-être quelqu'un, il a des actes pourris, mais c'est quelqu'un de bien. C'est vrai. Même Coluche, il a dit Hitler, on l'a connu que pendant la guerre. Non, lui, il est vraiment pourri. Quand j'étais petit, je rêvais que je tirais 6 millions de balles dans Hitler. Après, je réfléchissais comment je vais faire pour faire rentrer 6 millions de balles dans un corps. Il n'y a pas de place. Ouais. Mais c'est une frustration, une souffrance. Je dis, je veux le tuer. Donc il est foncièrement mauvais. Il dit, c'est logique que chacun d'entre nous, ouais, il a un potentiel. Et ce potentiel, il doit se réaliser. Le problème, c'est qu'on doit te juger sur tes actes, parce que tes actes, ils sont l'expression de ta volonté. Donc en fait, on juge pas ton geste, on juge ta volonté, parce que c'est toi qui as voulu faire ça. Maintenant que tu as voulu le faire, ou que tu as été poussé à le faire, donc tu n'as pas maîtrisé ta volonté, ou alors que c'était plus fort que toi, donc tu étais absent de ta volonté, mais l'acte, tu l'as fait. Donc l'acte me donne, en fin de compte, l'expression de ta volonté. Et la volonté, c'est quoi? C'est toi. Pour ça, toujours, Rav Dessler, il dit Rasson à Adam ou Mauto que l'essence d'un homme, c'est sa volonté. Donc, en fait, quand on juge tes actes, on juge ta volonté. Donc, ça veut dire que la silhouette de la personne, elle se moule sur la silhouette de sa volonté.
Maintenant, dans la volonté, il y a des plus et il y a des moins. Il y a des reliefs et il y a des creux. Donc, quand c'est marqué ici, Mezavgim, la dame, les filles, Maasav, on va faire rencontrer quelqu'un, on va créer un couple à partir des actes de quelqu'un. C'est-à-dire que chacun qui connaît ses actes, il sait quelle personne il va rencontrer. Ou si quelqu'un va dire non, moi je suis tordu, pourri, pervers, malin et ambitieux, mais je vais rencontrer une sadéquette, pure. Non, elle va être comme toi. Tu dis, mais je ne la veux pas. Ben change. Donc vous avez compris, Zivug Rishon, Zivug Sheni, c'est pas tellement un problème, parce que les gens me demandent, est-ce que vous pensez que c'est mon Zivug? Est-ce que vous croyez que c'est mon Zivug? Qu'est-ce que vous sentez? Je dis, écoute, pour l'instant, je sens ton haleine, donc garde-toi un petit peu. D'accord. Non, je suis beaucoup plus cru que ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dis que, en vérité, dans l'absolu, c'est pas important si c'est ton premier Zivug, parce que les gens disent, j'ai peur de rater mon Mazal, et si je rencontre jamais mon Mazal, et si je passe à côté de mon Mazal. Quand je dis le Mazal, ouais, il est le fruit de ton profil. Maintenant, c'est vrai que c'est mieux d'acheter des pièces d'origine. Ouais. Mais les plaques de frein qui sont fabriquées par des sous-traitants, ils sont aussi de bonne qualité. Et ils sont adaptés à ta voiture. Donc tu donnes ton immatriculation et on te donne les plaques qui correspondent. Ben, c'est exactement pareil. Chaque personne, en fait, c'est pas important si dans l'absolu, elle a rencontré la personne destinée ou elle a rencontré la personne qu'elle a fabriquée par ses actions. Parce que vous avez bien compris maintenant que quand tu montes de niveau, on va te proposer quelqu'un de plus grand. Quand tu baisses de niveau, on va te proposer quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est pas une punition. Ouais, c'est pas une malédiction. C'est seulement ce que tu as choisi. Parce que dans l'absolu, ça ne servira à rien quand on te donne quelque chose qui est inadapté. C'est comme si toi, tu veux absolument un gars qui a fini Elena en majeure promotion. Alors que tu as eu du mal à réussir ton BEP de coiffure du premier coup. C'est même ton prof t'a dit, c'est un peu tiré par les cheveux. Comme dit Bruce Willis. D'accord ? Donc maintenant, j'ai rien contre les coiffeuses. J'ai rien contre les ânes non plus. Les énarques. D'accord ? Mais ça va être difficile la compatibilité. Parce que lui, on ne se comprend pas, on ne parle pas la même langue, puis toi, tu es trop sophistiqué, puis toi, tu es trop simple, et puis toi, tu es une basique, et puis toi, pour qui tu te prends, et toi... Pourquoi on va souffrir? Donc c'est mieux de rencontrer deux personnes qui se ressemblent. Ouais, c'est logique. Après, le problème, c'est une très grave maladie développée chez les jeunes filles, qui s'appelle Mère Teresa. Est-ce que vous connaissez cette maladie? Les filles, elles connaissent cette maladie? C'est un syndrome, c'est des filles qui se sentent invêties d'une mission, que peut-être je suis là pour le ramener à la Teshuvah, peut-être que je suis là pour l'aider, peut-être que je suis là pour le soutenir dans sa déchéance de cocaïne, de dealer, Mais combien de fois j'en ai entendu des comme ça? Mais Rav Ben Chetrit, peut-être c'est ma mission. Mais quelle mission? Moi qui travaille dans la Teshuvah depuis 25 ans, il y a certains cas psychiatriques, je dis, je ne peux pas m'occuper. Je dis, allez chez un psychiatre. Elle dit, mais Rav, c'est une mitzvah. Quelle mitzvah? Le mec, il est fou. Elle est folle. Elle monte au plafond, qu'est-ce que je fasse, moi? Je dis, écoutez, il faut lui faire un débêta bloquant. Non, la personne, elle dit, non. Peut-être c'est ça ma mission. Peut-être si on s'est rencontrés, Mina Shamaïm. Mais je rappelle que ça peut être aussi Mina Satanim. Parce que il n'y a pas que Hachem qui crée des couples. Le Satan aussi fait des couples. Et tu peux te retrouver sur une voie de garage pendant 10 ans en attendant que monsieur se réveille pour savoir s'il veut t'épouser ou non, parce que pour l'instant, il n'est pas certain de ses sentiments. Bien que vous dormez ensemble toutes les soirs. Donc il est sûr de ton corps, mais il n'est pas sûr de tes sentiments. Alors, je rappelle, pour les filles qui n'ont toujours pas compris la logique des garçons, c'est que quelqu'un qui mange gratuitement, il ne demande pas l'addition. Par contre, quand tu n'as rien à manger, tant que tu n'as pas rencontré mes parents, tant que tu ne m'as pas donné la date du mariage, tant qu'on n'a pas fait la choupa, tant qu'on n'a pas fait la soirée, tu vas voir que ça va sélectionner les candidats. Mais si tu fais buffet campagnard gratuit, libre service, servez-vous, il y en aura pour tout le monde, que tu vas être référencé par 30 millions de consommateurs, c'est normal qu'il y a la queue. Sans aucun jeu de mots, d'accord? Mais c'est ça le problème. Alors après, chaque personne, elle doit décider. Restez calme. J'ai failli dire détendez-vous, mais là, c'est... D'accord?
Mais chaque personne, elle doit savoir exactement où est-ce qu'elle est. Et ça fait gagner du temps. Vous savez, une fois, une jeune fille, à la fin d'un cours, elle vient me voir, elle me dit, Rabbi Chetri, non, elle était presque pas habillée. J'ai eu peur qu'elle attrape froid. Elle avait une jupe très très courte. J'ai pensé que c'était une ceinture. Et elle avait un pull très très échancré. J'ai dit, mais le dos nu, il faut le mettre de l'autre côté. Et bon. Et elle s'est assise, elle m'a dit, Rabbi Chetri, ce qui compte pour moi, c'est la vérité, c'est Hachem, c'est la Torah, et je me préserve, et chas shalom, que je faute et que je rentre pas pur sous la choupa. Je la voyais, j'ai dit, écoutez, il y a mal donne là. Je vais être trompé de costume, il y a un problème. J'ai dit, en fait, vous êtes très 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 spirituel. Elle me dit, oui, mais vous savez, faut pas se fier à mon apparence. Je dis, ok. J'ai dit, écoutez, réfléchissez, mais j'ai un problème. Parce que quand je vous écoute, j'entends une fille fondamentale et religieuse, et quand je vous vois, je vois autre chose. J'ai réfléchissé, on revenait mardi prochain. Ça s'était passé au cours du mardi. La fille d'après, elle rentre, jupe longue, le ras de cou, les manches couvertes. Non, je dis oui. Elle commence à me dire oui. Moi, j'en ai marre, la vie, le bon Dieu, la mort, les gros mots, des trucs, et j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de m'épanouir sexuellement. Je dis, écoute, j'ai un problème. Quand je vous vois, je vois une fille religieuse. Mais quand je vous écoute, je dis, mince, ils ont perdu le couvercle de la poubelle. D'accord? Donc, non, j'exagère, c'était beaucoup plus grave. D'accord? Alors, je dis, réfléchissez. Eh ben, il y en a une qui est revenue, l'autre elle n'est pas revenue. L'autre elle est revenue, elle est partie au séminaire, mais beaucoup mieux habillée. Aujourd'hui elle est mariée avec un rave. Ouais, ça fait quelques années cette histoire. L'autre j'ai jamais revu. D'accord? Pourtant je fréquente des endroits mal fréquentés. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle ne s'est pas retrouvée elle-même. Vous me suivez ou... Ouais. Maintenant il y a deux manières de se rencontrer. Soit c'est de fabriquer un portrait robot de son intériorité, soit c'est d'attendre que la vie, elle t'explique qui tu es. C'est ça qu'il y a des gens qui disent au fur et à mesure des rencontres, je vois des aspects de moi, je vois des facettes de moi, je comprends qui je suis, que ce que je prétends, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je veux, mais tu vas souffrir. Pourquoi? Parce que ça s'appelle les dégâts collatéraux, les cicatrices de la vie. Avec celui-là, tu as perdu une partie de ton corps. Avec celui-là, tu as perdu une partie de tes illusions. Avec celui-là, tu as perdu une partie de l'espoir. Avec celui-là, tu as perdu la confiance dans les garçons. Alors qu'est-ce qui reste? Quel genre de fille va arriver sous la choupa? Ah, parce qu'il faut se marier, parce que c'est l'âge, parce que tu veux que ton père y voit tes enfants. C'est pas un mariage, ça. Oui, c'est pour ça que c'est très 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 important de se respecter. Et se respecter, ça veut dire de se respecter spirituellement, de se respecter intellectuellement et de se respecter physiquement. Parce que vous êtes des diamants. Vous êtes des diamants. Et vous êtes des diamants. Maintenant, un diamant, on ne peut pas lui présenter une monture en plastique. Tu ne peux pas sortir de boucheron avec un 19 carats pur et dire, vous n'auriez pas une monture en plastique gratuite, je la mets dessus. Mais non, monsieur, la monture, elle va avec le diamant. Donc toi, tu te prépares à être le meilleur mari possible, et elle se prépare à être la meilleure femme possible. À ce moment-là, c'est facile. Oui, parce qu'il faut travailler, il faut se construire, il faut être intelligent, il faut être fin, il faut être pur, il faut être sain. S-A-I-N-T et S-A-I-N. Après, les choses, elles coulent de source. En hébreu, on dit Zézorem. Ouais, tu vas la rencontrer par un chidour ou par des cousins qui te la font. Ouais, et ça coule de source. Au bout d'un quart d'heure, on dirait ta cousine, on dirait que tu l'as toujours connue. Les choses, elles sont simples, claires. Et l'autre, c'est compliqué. Tarboula, traloua, baba. Pour ça, toujours, je demande, mais comment vous êtes rencontrés? Des gens, ils sont là, à un mois du mariage, ils veulent tout annuler. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? On s'engueule tous les jours. On ne peut pas se supporter. Les problèmes avec les familles, des nerfs, des crises. Oh, peut-être c'est des épreuves pour vous dire que c'est la bonne personne. Je ne crois pas que la vie, c'est un enfer et qu'il faut aller au bout pour commencer à être heureux. Non, il y a des choses normales. C'est normal. Oui. Le gars, il a perdu un bras. On va pas lui mettre une prothèse de pied. C'est tout ce qu'on a pour l'instant. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est un pied, ça va pas, ça rentre pas, ça force. Eh ben, on va vous mettre des sangles, on va mettre du scotch et de la colle. Mais non, donnez-moi une prothèse de bras, puisqu'il manque un bras. Et c'est ça le mariage. Un homme, quand il se marie, on va lui brancher un bras. La preuve, c'est qu'après, quand elle fait les courses, ça lui coûte un bras. D'accord? Donc tu vois bien.
Mais c'est ça l'idée, c'est que ça doit être normal. Ça doit être normal. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils mélangent tout. Oui, ils se rencontrent, ils rigolent, ils s'amusent, ils se rencontrent en groupe, ils se draguent, ils rigolent, ils se mentent, ils font de la surenchère, ils font monter les sentiments, ils mélangent le corps, qui trouble complètement, d'accord? Parce que la fille, elle se donne à son futur mari, et le garçon, lui, il mange la énième pizza, donc ça n'a rien à voir, ouais. Mais quand les personnes, ils se respectent, ils ne tombent pas dans la magie du toucher. Il y avait un très beau livre comme ça qui trouble complètement l'esprit, parce que malheureusement les gens, quand ils rentrent dans une logique physique, moi combien j'ai vu de mariages qui sont arrêtés parce qu'ils se sont touchés. Première chose, quand il me dit qu'on s'engueule tous les jours, première chose que je dis, vous êtes touchés. Il me dit comment vous savez? Je dis parce que le regard est différent. Les goïms, ils ont un mot pour ça, ils appellent ça l'objet du désir. Ouais. Maintenant, l'ambition d'une femme, c'est d'être une personne aux yeux de son mari, et l'ambition du mari, c'est d'avoir un objet à utiliser. Maintenant, si tu veux garder ton caractère de personne, donc ne donne pas à l'autre l'occasion de penser que tu es un objet. Vous me suivez ou... Maintenant, pour ne pas être un objet, il faut être une personne. Ben, une personne, c'est respecter, une personne, ça revendique des choses, une personne, il y a des devoirs, une personne, ça a des droits. C'est une personne de valeur. Donc, je ne peux pas m'amuser avec une personne de valeur. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec une fille de valeur. Je ne peux pas. Et un garçon, c'est pareil. Donc quand vous rentrez dans une logique, malheureusement, qui est prônée par le Yetzer Hara, que vous l'appelez comme ça ou autrement, ouais. Après, vous vous sentez mal, vous vous sentez complexé, et puis vous êtes dans une logique de consommateur. Et le consommateur, c'est très très rare que quand il a mangé la barre de chocolat, il garde l'emballage par affection. Alors que là, il n'y a rien. D'accord? Toi, tu es là, moi, je suis là. On va créer quelque chose d'énorme. Parce que le couple, c'est énorme. D'accord? C'est pas pour rien que les plus grands bonheurs, ils sont dans le couple. D'ailleurs, on le dit, the couple. D'accord? Et d'un autre côté, les plus grandes souffrances, ils sont dans le couple. Moi, je peux vous dire que dans le Shalom Bayit, j'en vois des pourris et des pas mûrs. Et de la haine, et de la méchanceté, et de la douleur et de la souffrance. Et de l'autre côté, de quoi ils rêvent tous les jours? De quoi ils rêvent tous les jours les gens? Ils rêvent d'amour. Qu'est-ce qu'ils vendent le plus? L'amour. Les chansons d'amour, les romans d'amour, les films d'amour. Parce que les gens, ils ont une frustration d'amour extraordinaire. Maintenant, cette frustration d'amour, elle a une origine. C'est normal. Puisque quand Hachem, il a mis, entre guillemets, cette pathologie dans le monde, c'est parce que cette pathologie, en fait, elle a un but essentiel qui est là, de retrouver mon âme. Parce qu'un homme n'est pas complet sans sa femme, une femme n'est pas complète sans son mari. C'est pour ça que j'ai jamais compris comment des pervers narcissiques ils peuvent chercher à détruire l'autre, alors qu'en fait, tant que toi tu n'as pas fait que ton partenaire a donné le meilleur de lui-même, c'est toi qui as arrêté ta mission, parce que l'autre c'est ta moitié. Vous me suivez, non? C'est comme si quelqu'un il se coupe un bras, il se coupe une jambe, après il va au marathon de New York. Mais t'es brêle ou quoi? Comment tu vas faire le marathon, tu t'es coupé une bras et une jambe? Mais alors c'est si juste que ce bras et cette jambe, ils sont incarnés dans un autre corps. Maintenant, comment toi tu vas réussir à respecter ta moitié, encore une fois, si tu n'as pas respecté la tienne? Comment tu vas réussir à gérer, à aider l'autre à gérer son Yetzer Hara quand toi tu n'as pas géré le tien? Comment quelqu'un il va avoir une ambition spirituelle quand lui-même il est dérangé par l'ambition spirituelle de l'autre? Et encore une fois, puisqu'on est fait en trois parties, un corps, un psychique et une neshama, donc on est obligé de fonctionner sur les trois plans. Parce que sinon, sachez que c'est là où tu as fui tes responsabilités que tu vas rencontrer tes pires défis. Vous suivez ou non? Donc quand tu as un problème avec la religion, eh ben, ça sera dans la religion que ton Shalom Bayit va exploser. Quand tu as un problème avec le physique, eh ben, c'est à cause du physique. Parce que pourquoi tu regardes ailleurs? Parce que tu as un problème avec le physique. Ouais. Et quand tu as un problème avec le psychique, c'est dans le psychique que ça va mal aller. Comme je l'avais expliqué déjà, vous vous rappelez ou non? La bouteille, vous vous rappelez la bouteille? Oui, non? Tout le monde se rappelle? Cette bouteille, je répète, c'est pas grave pour les gens qui vont réécouter, moi-même j'assiste à tous mes cours. Regardez, donc cette bouteille, c'est marqué dessus 50 centilitres, d'accord? Elle est neuve, elle est fermée, ils sont gentils, ils n'ont pas vu dans la bouteille, d'accord? Donc, si elle est fermée, elle est neuve, et que c'est marqué 50 centilitres, elle contient combien? Je vais peut-être baisser le niveau. Hein. Elle contient 50 centilitres. Si je la vide dans une bassine, il y a combien d'eau dans la bassine? 50 centilitres. Combien il manque dans la bouteille? C'est la partie la plus importante du raisonnement. Combien il manque? 50 centilitres. Alors écoutez-moi bien. La bassine, c'est la vie. La bouteille, c'est la personne. Et le Yetzer Hara, dans le langage des sages, il s'appelle chasser, il s'appelle le manque.
Donc ça veut dire que quelqu'un qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va être éprouvé, puisque le Yetzer Hara va exactement te proposer dans la vie, donc dans la bassine, ce qui manque dans la bouteille, dans la personne. Oui, non. Super. Ça veut dire que celui qui connaît ses manques, il sait exactement sur quoi il est éprouvé. Donc si toi tu as besoin de tendresse et de reconnaissance, il va trouver un lion qui va te... Si toi tu n'as pas de force d'assurance et de clarté dans ta tête, hop, tu vas aller chercher des gens qui vont t'éclairer ou des gens au contraire qui vont être plus brels que toi parce que tu as peur qu'ils se rendent compte que tu es nul. Ça s'appelle le moulage. C'est-à-dire que quand tu vois le moule, tu peux imaginer l'objet qui est fabriqué par le moule. Donc celui qui se connaît, c'est pour ça que le moule, c'est une forme inversée. Vous savez comment ils font? Ils ont des gens qui sont des graveurs. Le graveur sur le métal, il va graver l'objet dans le métal. Ensuite, on va le mouler. Ensuite, on va fabriquer l'objet à partir de cette empreinte. Mais c'est une empreinte inversée. Maintenant, est-ce que toi, tu connais ton empreinte inversée pour comprendre quel genre de choses tu peux produire? Maintenant, normalement, tes marasim, tes actions, oui, ils sont le produit de ta personne. Donc, quand tu finis les choses, ça veut dire que tu es fini à l'intérieur. Quand tu finis pas les choses, ça veut dire que tu n'es pas fini à l'intérieur. Ouais. Quand tu esquives les responsabilités, ça veut dire qu'à l'intérieur, tu n'as pas fait le travail de confiance en toi. Quand tu les esquives pas, ça veut dire que tu as finalisé ta personnalité. Quand tu mens, c'est parce que tu sais que ce que tu dis, ça ne tient pas la route. Mais quand tu dis ce que tu penses et que tu as pensé à ce que tu dis, donc tu n'as pas besoin de mentir. Donc toutes tes actions, en fin de compte, sont le produit du moule que tu as construit en devenant toi-même. Ça va bien? Maintenant, réfléchis que la personne que tu épouses, c'est l'autre moitié du moule. Par exemple, dans l'éducation, on voit ça. C'est quand vous avez un moule qui est fait en deux parties. D'accord? Ça se ferme comme ça se visse, il y a une ouverture. Vous coulez à l'intérieur le métal, et vous attendez que ça se refroidisse, et vous ouvrez, vous avez une pièce parfaite. C'est un moule en deux parties. Eh bien, l'enfant, c'est quoi? C'est le métal que vous allez faire couler dans ce moule. Mais si le moule n'est pas bien fort et bien serré, eh bien, quand tu vois la tronche de l'objet, tu dis, on voit qu'il n'y avait pas de shalom bayit dans cette maison. Ça veut dire que les problèmes d'éducation, ils viennent du shalom bayit. Vous me suivez ou non? Mais le shalom bayit, il vient des problèmes personnels, puisque les 3/4 des gens projettent leurs problèmes personnels dans le couple. Donc si chaque morceau du moule n'est pas bien fini, n'est pas bien usiné, n'est pas bien poli, on va retrouver sur la partie qui incombe au moule, on va trouver sur l'objet les défauts de la partie du moule. Donc si je me connais moi-même, d'accord, je sais qui j'épouse. Si je sais qui j'épouse, je sais quels enfants j'aurai. Maintenant, tu peux passer ta vie à penser que c'est toujours la faute de l'autre côté du moule. Ça s'appelle un transfert de culpabilité, où tu vas avoir la maturité de penser que le bon Dieu, il fait bien les choses, et que le seul défaut de l'autre, c'est qu'il te ressemble. Ça s'appelle un miroir qui parle. Alors, quand tu es dans une logique de recherche d'objectivité et une logique de confiance en soi et d'amour de soi, tu verras que tu vas aimer l'autre, justement parce qu'elle t'aide à devenir ce que tu dois être. Mais quand toi, tu es dans une lutte contre toi-même et que tu t'aimes pas, donc tout ce que l'autre va te demander, tu vas le vivre comme un reproche. Puisque tu es déjà en fuite. Alors comment tu peux fuir un miroir circulaire qui fait tout le tour de ta vie, et à chaque fois que tu tournes, tu te retrouves en face? Donc là, tu te tournes, tu vois ta femme, là, tu te retournes, tu vois tes enfants, là, tu te retournes, tu vois tes parents, tu dis, mais attends, mais je suis entouré de brel. Mais c'est un miroir. Ou le contraire, tu dis, mais je suis entouré de gens extraordinaires. C'est normal, c'est un miroir. Donc moi, je ne vous demande pas de penser seulement à la personne que vous allez épouser. Moi, je vous demande de penser aux enfants que vous allez avoir avec cette personne. Et je vous demande de penser aux petits-enfants que vous aurez avec les enfants de cette personne. Parce que c'est des calculs à long terme. Pour ça que je dis toujours aux gens, mais votre histoire, elle a commencé comment? C'était un flirt, c'était une rigolade, c'était un truc entre copains, c'était un défi, tu vas voir la fille, je vais réussir à la pécho. Ouais. Parce que ton projet de départ, il va se terminer à la fin. C'est pour ça que c'est très important, que même si on n'est pas très très religieux, de savoir dans quelle catégorie on joue. Là, je m'amuse, là, je rigole, là, je délire. Là, par contre, je rencontre, j'analyse, je m'investis et je me marie. C'est pas la même démarche. Mais quand tu as commencé dans le délire, pourquoi tu veux que ça se termine dans la Kedusha? Vous savez ou non? Quand tu as commencé dans une matérialité incroyable, comment veux-tu que ça se termine dans une ambition très saine? Donc chacun, il doit réfléchir. C'est pour ça que je dis, je répète, même quelqu'un qui n'est pas religieux, quand il s'agit de mariage, il doit se mettre en situation d'adulte.
Parce que si tu es dans le délire, dans la gaminerie, dans la rigolade, dans la déchirade à vodka et au shit, ouais, et après tu viens, tu me dis, ah ben Chétrit, on n'arrête pas de s'engueuler, on n'est pas compatibles, les deux familles ne s'entendent pas. J'ai dit, mais attends, mais comment t'as démarré? Comment t'as démarré? Est-ce que t'as démarré sur des bases qui étaient saines? Est-ce que tu es venu dire à la personne, écoute, moi, je vais te respecter parce que j'ai un projet, je veux grandir avec toi, je veux qu'on se marie, qu'on ait la chérina dans la maison. D'accord? Mais si tu dis, mais non, allez, mets-toi toute nue, on fait ce qu'on veut, c'est la fête, vas-y, frotte-toi, ça va nous faire du bien. Après, tu dis, bon, mais maintenant que tu es enceinte, il faut que je t'épouse. Quoi, je suis obligé? Ah ben, elle est enceinte. Moi, je suis très, très gêné de dire à quelqu'un, tu es obligé d'épouser la fille que tu n'aimes pas parce qu'elle est enceinte. Et d'un autre côté, tu vas dire à l'autre, enlève le bébé, parce qu'au fond, tu voulais pas te marier, c'est un accident. Mais comment c'est arrivé par Wi-Fi? Donc la vraie question, c'est pourquoi tu es rentré dans cette galère? Tu sais pourquoi? Parce que la société, elle fabrique du délire. Alors, je dis même quelqu'un qui n'est pas religieux, à un moment ou à un autre, il doit savoir, ça c'est du mariage, là. Là, c'est du sérieux, là. Ouais. C'est un bébé qui va naître. Il faut arrêter de penser que la sexualité, c'est juste une extension d'un sport athlétique. Mais non. C'est différent. C'est différent. D'accord? Là, c'est le corps qui va être... Moi, combien de filles? Mais Rabbi Chétrit, j'ai tout donné. Moi, je sais que quand elle dit ça, c'est pas qu'elle lui a prêté son manteau. Ouais. Elle me dit, Rabbi Chétrit, j'ai tout donné. Il m'a menti, il m'a trompé, il m'a truqué. Je dis, mais comment tu donnes tout? T'as pas compris que la vie, c'est un miroir. Quand tu t'approches, l'autre, il s'approche. Mais si toi, tu vois que tu t'approches et l'autre ne s'approche pas, c'est que c'est un consommateur. Oui, il n'est pas sûr de ses sentiments, il ne veut pas encore me présenter à ses parents. Mais ça fait combien de temps? 1 mois, 1 semaine? 3 ans. 3 ans? Mais c'est l'apartheid. Et si quelqu'un va dire, oui, mais quand même, avancez jamais, vous savez, il y a des choses qui prennent du temps. Moi, je vous le dis clairement, je vous parle comme à mes enfants. Quand tu poses une question à quelqu'un, il y a 3 réponses. Ou il dit oui, ou il dit non, ou il dit rien. Mais quand il dit rien, il a dit non, en fait. Tu dis non, c'est jamais, peut-être qu'il réfléchit. Mais un gars, il rentre dans la pâtisserie, il regarde le pâtissier dans les yeux, et il y a la tarte. Il prend une fraise. Le pâtissier, il dit rien. Le mec, il la mange. Il en prend une deuxième. L'autre, il dit rien. Il la mange. Il prend une troisième, il dit rien. Maintenant, il n'y a plus de fraise, c'est une petite tarte. Après, il dit, je peux m'en aller, là? L'autre, il dit, fais comme tu veux. Mais t'as vu ce que t'as fait à ma fille? Le pâtissier, c'est le père. La tarte, c'est la fille. Et la fraise, essaye de la ramener. Non, c'est une expression, ramène ta fraise. D'accord? Mais c'est exactement ça. Dit le gars, ouais, il est investi. Parce qu'on parle d'un mariage. La fille, elle est sérieuse. On est entier. Et moi, je vous dis et je le répète, au risque d'être lourd, ne jouez pas avec votre corps. Ne jouez pas avec votre cœur. Ne vous lancez pas dans des sentiments, dans des surenchères. Parce que le cœur, c'est quelque chose de très fragile. De très, très fragile. Donc ne le gaspillez pas pour des pauvres types. Ne perdez pas votre temps dans des histoires qui n'ont pas d'avenir. Ne venez pas me dire, ah ben Chétrit, il va se convertir. Il y a une lettre de candidature. Il a été au consistoire, il n'y a rien. Oui, mais il m'a dit que c'est difficile en ce moment. Pour lui, le Shabbat, c'est compliqué. Mais il est goy ou les juifs? Ben il est goy. Mais si Dieu veut, blinéder. Mais sans blinéder. Non, tant que tu n'as pas commencé, tant que tu n'es pas converti, l'histoire, elle ne commence pas. Il y a une aventure qui s'appelle la conversion, une aventure qui s'appelle le mariage. Ah, peut-être que c'est mon âme sœur et ta sœur. Et là-bas, tu es capable d'épouser un goy. Si tu es capable d'épouser un goy, qu'est-ce que tu viens demander à un rabbin? Va voir un curé. D'accord? C'est pareil. Maintenant, toi, tu as vu qu'elle est déséquilibrée, elle est excitée, elle prend des médicaments. Bon, t'es prêt à jouer d'infirmier pendant 20 ans ou non? Ah non, Shalom, c'est nous, alors allez-nous. Alors, c'est pas pour toi. Oui, mais je peux l'aider. Mais son psychiatre, il s'est pendu. Son père, il a réussi à renoncer à sa paternité. Et toi, tu vas assumer. Il faut être un peu raisonnable. Alors, moi, je prends des cas extrêmes pour vous faire rigoler ou pour vous faire prendre conscience. Mais ça veut dire que j'ai tellement vu d'histoires dans le Shalom Bayit, en fin de compte, 15 ans après, qui auraient pu être évitées 15 ans avant, si les gens avaient un peu réfléchi. D'accord? Encore une fois, s'il y a une différence de religion, eh ben, il faut faire un travail. Moi, le gars, il vient me dire, Rabbi Chétrit, elle a des médias extraordinaires, elle est incroyable, bon, elle connaît rien. Je dis, eh ben, c'est pas grave. On va lui donner des cours à écouter, elle va travailler, la fille, elle évolue beaucoup plus vite que le garçon, et si Dieu veut, vous aurez au moins un niveau équivalent, même si vous n'êtes pas des grands chassidim. Mais rappelez-vous que le vol Paris-Tel Aviv, quand il décolle, les 2 ailes, elles sont sur l'avion,
Et quand il arrive à Tel Aviv, les deux ailes, elles sont sur l'avion. Mais si tu fais Paris-Tel Aviv et que tu arrives à Tel Aviv et tu vois qu'il y a une aile qui est restée à Paris, comment vous allez fonctionner les deux? Et si vous allez dire, oui, mais je veux que ça vienne à sa vitesse, mais comment tu vas faire à quelle vitesse? Vous êtes mariés maintenant. Le petit, il a 3 ans. Et l'autre, il vient avec la pizza hut, avec les lardons. Qu'est-ce que tu vas expliquer à ton fils? Que c'est de l'art? Ou que c'est du lard? Oui, mais il m'avait promis, il avait juré sur la tête de sa mère. Donc il ne faut pas avoir peur de parler clairement. Voilà comment je suis, voilà comment je fonctionne, voilà qui je suis. Combien de fois des filles en pleurs, mais c'est très très difficile, c'est très dur. Il fait rien, il n'est pas pratiquant, il est pas. Je dis, mais qui vous a obligé à rentrer dans cette galère? Et si vous êtes dedans, d'accord, eh ben, faut savoir qu'avant le mariage, la vie, c'est comme des portes de saloon. Ça s'ouvre des deux côtés. Vous me suivez ou... C'est qu'on peut aussi facilement partir que rester. Et si quelqu'un va dire, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire entre-temps? Il y a des sentiments. Bien sûr qu'il y a des sentiments. Et ton cerveau, il ne sert à rien. Non, tu réfléchis. Est-ce que raisonnablement, je peux rester avec quelqu'un qui fume 12 joints par jour? Est-ce que raisonnablement, je peux être avec une fille qu'elle est toute la journée en train de draguer les copains? Est-ce que raisonnablement, je peux être avec quelqu'un qui est hystérique? Est-ce que raisonnablement, on peut être compatible parce qu'on ne se comprend pas un mot? Chaque mot, on ne se comprend pas. Chaque mot, il faut le traduire, s'engueuler, s'énerver, se réconcilier. Chaque mot, ça veut dire qu'il y a un autre gars qui comprend son langage, à celui-là, ou à celle-là. Donc, si on allume cette lumière-là avant, c'est ça que je dis, que la première chose, quand on rencontre quelqu'un, il faut essayer de la connaître. N'ayez pas peur. Ouais. C'est une chronologie. Numéro 1, connaître la personne. Comme une forme d'analyse. Comme si toi, tu es un DRH. Oui. Et ensuite, que tu sens la personne, que tu la comprends bien, à ce moment-là, tu ouvres le robinet des sentiments. Maintenant, je sais que j'ai l'impression de parler à des demeurés, mais je vous dis ça, parce que moi, j'ai rencontré des milliers de personnes que juste pour ce petit problème de chronologie, qu'ils ont commencé d'abord par tomber amoureux et ensuite d'essayer de connaître la personne, qui ont eu beaucoup de souffrance. Parce qu'après, ils découvrent des choses. Bon, ils me disent, Rav, j'ai découvert le véritable visage de mon mari. Je dis, pourquoi vous avez épousé Fantomas? Il me dit, tous les jours, je découvre une nouvelle facette, tous les coups, un nouveau comportement, une nouvelle attitude. Il a plusieurs têtes, il a plusieurs trucs, et puis quand il se braque, et quand il se truc, et quand... Je dis, mais tout ça, vous le saviez avant? Mais je sais pas, j'étais amoureuse. Alors on dit l'amour est aveugle. Mais quoi, ça veut dire mal? Non, Hachem, il te donne une première période. La première période, tu analyses la personne. Tu parles, tu écoutes, tu poses toutes les questions du monde et tu vois comment il répond, comment il parle. Est-ce qu'il a beaucoup d'amis? Est-ce qu'elle a beaucoup d'amis? Est-ce qu'elle les garde longtemps? Et pourquoi elle a choisi ce métier-là? Pourquoi ces études-là? Pourquoi des études où elle est seule? Pourquoi des études elle est en contact? Pourquoi elle préférait la vente? Pourquoi elle a préféré le contraire? Pourquoi elle a arrêté très tôt l'école? Pourquoi elle a continué très tard l'école? Ouais, combien il fonctionne avec ses frères et sœurs? Combien il en a? Toute l'analyse que vous pouvez faire. Prenez le maximum, prenez le maximum, prenez le maximum. Après, soit parce que vous êtes analytique, vous allez faire un tri dedans. Soit parce que vous êtes intuitif et vous allez avoir un ressenti. Mais dans les deux cas, il faudrait dans l'absolu que vous soyez capable de fabriquer, on a dit, un portrait robot de son intériorité. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est dur de rester objectif parce que la personne on la voit tous les jours, et parce qu'il y a des choses qui se créent, et il y a des sentiments qui se mettent en place. C'est connu en médecine que quand vous mettez deux corps vivants l'un à côté de l'autre, ça crée de la chaleur. Alors, je vous donne un secret. Quand vous allez rencontrer la personne, vous y allez comme si c'était pour quelqu'un d'autre. Vous y allez, vous dites, ma cousine, elle n'est pas mariée, la pauvre. Barbona, et il y a un gars qui a l'air pas mal, je vais aller le tester pour elle. Et vous le testez, et vous le testez, et vous lui faites passer une batterie d'analyse. Et à la fin, qu'on voyez qu'il est super, malgré que vous êtes une sadéquette, vous dites là, je vais faire une crasse à ma cousine, je vais le garder pour moi. Comme si vous ou non. Ça, avec ça, vous avez gagné une chose extraordinaire. Vous avez gagné le taux de déformation des sentiments sur l'analyse objective du cerveau. Parce que vous savez que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais.
Nous on dit Adam Chofshi Bedimiono Ve'aso Bemuskalo. Un homme, il est libre dans son imagination et il est enfermé dans son cerveau. Ça veut dire que la sensibilité, elle déforme. Vous savez qu'un cheval, quand vous lui présentez la main comme ça, il voit une raquette de tennis. Parce que le cheval voit 7 fois plus gros. Oui, et bien la personne amoureuse, elle voit 7 fois plus gros. Oui, ou 7 fois plus petit. La personne bileuse et anxieuse, elle voit 7 fois plus gros. Donc celui qui n'a pas confiance, les défauts, il les voit 7 fois plus gros. Celui qui fait trop confiance, les défauts, il les voit 7 fois plus petits. Il ne faut pas les voir plus gros, il ne faut pas les voir plus petits, il faut les voir à leur taille. Vous suivez ou non? Tu peux voir que la personne, elle est un peu timide, c'est pas grave. Ouais. Tu vois que la personne, elle réfléchit avant de parler, c'est pas grave. Ou tu peux dire, non, s'il n'arrive pas à parler, c'est que sûrement qu'il a un problème d'autisme. Non, le gars, il est un peu timide, il n'a pas trop l'habitude et tout, mais c'est un gars qui réfléchit avant de parler. Donc comment tu vas ne pas extrapoler, comment tu vas ne pas exagérer? Je te dis pourquoi. Parce que tu n'es pas venu pour toi. Ça veut dire c'est un peu difficile, parce que de toute façon, on y va pour... Premièrement. Deuxièmement, tu ne penses pas au mariage. Tu dis pas, attends, c'est mon mari, là, c'est mon mari. C'est la première fois que tu le vois, c'est pas ton mari. C'est le père de mes enfants. Je dis, mais comment vous avez fait? Vous n'êtes même pas touché, d'accord? Donc tu enlèves le traumatisme, tu enlèves le stress, tu enlèves le... Si c'est pas lui, si c'est pas ça. Troisièmement, tu enlèves le stress de peut-être je vais finir seul. Parce qu'il y en a des célibataires, il y en a des vieilles filles, il y en a des vieux garçons, c'est dur. Moi j'ai un cousin, 48 ans, il cherche encore l'âme sœur. Si Dieu veut, ça va venir. Ouais, ça veut dire que tout ce qui rentre dans les capacités rationnelles de ton cerveau, ça t'incombe. Et ce qui ne rentre pas dans tes capacités rationnelles de ton cerveau, tu te remets entre les mains de Dieu. Et le mariage, ça fait partie de ça. Laisse faire le bon Dieu. Moi, j'ai vu des gens qui ont râlé. Je me dis, pourquoi ça tarde, pourquoi ça ne vient pas, pourquoi toutes mes copines, Après, je les vois avec l'alliance. Je dis, alors la râleuse. Ah ben écoutez, ça m'est tombé dessus, il est venu, on s'est compris, on a expliqué en un mois, il m'a dit dans 2 mois on se marie, j'ai dit mais c'est trop court, et finalement tout s'est fait. Vous m'avez pas appelé, alors pour râler, vous m'appelez, et pour le mariage, vous m'appelez pas. Je veux mes canapés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne sait jamais comment ça va venir. Maintenant c'est vrai que c'est un peu frustrant, parce que nous on aime bien gérer, orchestrer, calculer, démontrer. Mais ça c'est Beyad Hashem. C'est comme une femme qui, pour des raisons pratiques, voudra accoucher au 4e mois. Non, c'est 9 mois. Tu peux manger une tarte qui est cuite au micro-ondes, mais elle n'a pas le même goût. Parce que ça prend 40 minutes au four. En français, on appelle ça donner le temps au temps. Ouais. Et nous, on dit donner le temps au bon Dieu. Ouais. Donc cette logique-là, vous avez compris. De s'enlever le stress du mariage. Je sais que c'est difficile. Parce que quand on habite en Angleterre, on est tous les jours un peu plus vieux, d'accord? Mais en vérité, il faut sortir du stress du mariage. C'est pour ça que toujours on rigolait parce qu'on organisait des soirées célibataires. Alors tu les vois, tous les chevrons, tous les excités, toutes les faux folles, toutes les reines de la nuit. Elles viennent à une soirée célibataire de Feuge. Tout référencé sur coincé.com, tous. Là-bas, qu'on boit de nuit, ils sont les uns sur les autres, n'arrivent même pas à reconnaître les corps féminins, les corps masculins. Au brunch célibataire, les filles d'un côté, les mecs de l'autre. Ils ont fait une mahitsa naturelle. Tu dis, mais vous parlez pas? Ah grave, c'est honteux. J'ai honte. Est-ce que vous pourriez me la présenter? Celle-là d'abord. Je dis, écoute Maurice, à vue de nez, t'as 40 ans. Ouais. Elle, à vue d'œil, elle a 18 ans. Tu veux pas la laisser tranquille? Par contre, je sais que sa mère est divorcée, si tu veux, je peux te la présenter. Elle m'a dit, mais c'est elle que je veux. Je dis, mais elle est jeune. Et elle me dit, mais moi je fais jeune. Mais toi, tu fais jeune. Elle est jeune, tu sais. Ça veut dire être à la hauteur de ses ambitions. Ouais. Savoir, écoutez bien, c'est un peu violent, parce que ça remet en cause Cendrillon, Blanche-Neige, le Titanic. Il ne faut jamais exiger plus que ce qu'on propose. Vous dites, mais je suis très exigeant. Alors qu'est-ce que tu proposes? Rien. Par contre, tu as le droit d'exiger quand tu proposes beaucoup. Ça va? Donc maintenant, libre à toi de grandir. Comme ça, tu pourrais exiger plus. Tu dis non, je vais rester nul, mais je vais avoir la meilleure. Ah, c'est compliqué.
Encore une fois, le Goral des Tzadikim, ouais, il ne va pas chez les Réchaïm et le contraire aussi. Donc vous avez compris que vous vous mettez en situation, numéro 1, d'analyse, de connaître la personne, sans sentiment. Je sais que c'est dur, parce que vous dites, ouais, on va pas se marier avec la tête. Ben oui, bien sûr, ouais. Mais les sentiments, ils vont venir. Par contre, quand tu commences par les sentiments, après tu découvres des choses, tu souffres, tu t'angoisses, tu t'engueules, parce que c'est des choses que tu n'as pas vues, parce que tu étais déjà amoureux, tu es déjà amoureuse. Ouais. Donc d'abord, l'analyse. Numéro 2, les sentiments. Numéro 3, quand tu es en phase 3, tu pries. Tu pries Hachem. Si tu es religieux, tu pries. Si tu n'es pas religieux, tu pries. Tu pries. Tu dis Hachem, donne-moi des signes. Montre-moi qu'est-ce qu'elle a vraiment dans le cœur. Montre-moi dans sa famille. Montre-moi quelque chose. Fais-moi qu'elle se mette en colère, qu'il arrive en retard, qu'il m'insulte, qu'il me sorte des... Comme ça, tu sais. Maintenant, si phase 1, raisonnablement extraordinaire. Phase 2, sentimentalement, wow, incroyable. Ouais, bien sûr, avec une petite parenthèse, qu'on ne peut pas avoir le grand amour avant le mariage. Parce que les gens qui vont voir trop de films d'amour, après ils deviennent malades. Ils croient que c'est comme dans les films américains. Genre deux yeux qui se croisent dans le métro londonien et d'un seul coup ça part le feu. Non, ça c'est des scénarios qui ont été écrits par des gars qui eux-mêmes n'ont jamais vécu l'amour. Mais il faut la petite flamme. Vous savez, dans une chaudière, il y a la petite flamme qui reste allumée, ça s'appelle la veilleuse. Après, tu mets du gaz, tu peux allumer 50 000 flammes. Donc il ne faut pas se marier s'il n'y a rien. Genre, j'ai rien. On dirait, ouais, la commode. Elle est là à côté, on dirait un cousin éloigné. Là, il ne faut pas se marier. Mais qu'il y a une petite flamme, c'est normal. Ça me fait plaisir quand elle appelle. Quand je vois son sourire, ça me donne des forces. Quand je parle d'elle et j'ai envie de construire, là ça va. C'est la petite flamme. Après, tu vas mettre du chesed, de la bonté, de la gentillesse, de la douceur, de l'amour, de l'investissement et de la communion. Et après, ça va être j'ose pas dire les feux de l'amour, mais bon, vous avez compris. Donc vous avez compris. 1, se connaître. 2, se ressentir. 3, prier Hachem qu'il envoie des signes. Maintenant, si tu as passé les 3 étapes et que ça se passe bien, marie-toi. Moi, des gens, des fois, ils m'appellent, ils me disent, Rabbi Chétrit, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, c'est quoi le problème? Il me dit, ça fait un mois qu'on est en Chidour. Je dis, alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, justement, tout va bien. Je dis, vas-y. Non, mais Rav, tout va bien. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Il me dit, ouais, mais avec les autres, ça marchait pas. Je dis, mais ça marche pas parce que c'est pas la bonne. Mais là, c'est la bonne. J'ai pas dit la femme de ménage. Ouais. Donc, si c'est bien, tout va bien. Eh ben oui, mais tout va bien, mais je vois pas de défaut. Mais je dis, extraordinaire, le bon Dieu t'a donné le gros lot, qu'est-ce que t'es en train de te plaindre maintenant? Vous suivez ou? Voilà. Donc je vous souhaite, maintenant on va passer aux questions, parce que j'ai peur que vous évanouissiez. Ouais, ça va le temps là ou non? Comment vous êtes là? Vous êtes bien? Moi je peux parler de 28 jours, moi. Mais vous voulez des questions maintenant? Oui, non? Levez la main, dites je jure. Voilà. Donc en gros c'est ça. Maintenant il y a plein encore de références, il y a plein de textes et tout, mais on peut faire ça au fur et à mesure des questions. Regardez, si vous êtes capable de poser des questions directement liées au sujet, moi j'aime pas tellement les débats, parce qu'il y a des hauts, des bas, ça marche pas. Non, je vous explique pourquoi, parce que des fois les gens ils posent une question qui demande une demi-heure de réponse, ouais, mais l'autre à côté il peut pas attendre une demi-heure. Maintenant, moi je vous fais confiance, vous êtes des gens intelligents, vous posez des questions qui sont directement liées au sujet, alors vous pouvez les poser directement vous-même, on n'a pas besoin de passer par le texto. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux faire aussi des questions, s'il vous plaît. Non, mais une question, ça ne veut pas dire qu'elle est personnelle. Moi, en général, les gens, quand ils viennent nous dire « Ah, j'ai une question pour quelqu'un », je sais que c'est la personne qui a un problème, mais je les ai tués, là, ils sont morts. Alors, oui, voilà, Bechavod, allez-y, à voix haute. Comme ça, tout le monde profite de la question. Oui. C'est parfois quand on est en Chidour, on a des avis contraires. On a un cousin qui dit « Ah, mais celle-là, je la connais, c'est peut-être pas pour toi », et des fois, on est un peu tiré entre les avis. Oui. Et ça fausse un peu notre jugement, et donc des fois on a des avis extérieurs qui perturbent un petit peu. D'accord. Maintenant, il n'y a pas de problème. Alors, premièrement, la personne, tu l'as déjà rencontrée ou tu l'as pas rencontrée? Enfin, la personne, on l'a déjà rencontrée ou non? On l'a déjà rencontré la personne ou non? Voilà. Si on a déjà rencontré la personne, il faut faire très très attention. Parce que vous savez, quand vous allez voir quelqu'un que vous aimez, il va dans votre sens. Quand quelqu'un qui vous aime pas, il va pas dans votre sens. Donc il faut déjà, si vous êtes prêt à écouter des avis extérieurs, il faut essayer de mesurer l'objectivité de ces gens-là. Maintenant, normalement, le bon Dieu, il a fait que si vous êtes en face d'une réalité, cette réalité, elle est adaptée à vous.
Donc normalement, vous devriez tenir compte à vous de votre objectivité, de votre recherche, de votre écoute. Maintenant, les avis contraires, si c'est des avertissements, d'accord, on sait que, je sais pas, cette fille-là, elle a été internée 3 fois. C'est une chose. Ouais, mais si on dit que, tu sais, il paraît que son frère, il a fait des bêtises, c'est à vous d'avoir l'intelligence, le bon sens, de comprendre qu'est-ce qui est un avertissement d'un danger et qu'est-ce qui est stade de parler pour rien, parce que les gens, ils parlent pour rien. Donc, ce qui vous aide à garder votre objectivité, eh ben, vous en tenez compte. Ce qui vous déstabilise, vous en tenez pas compte, ça sert à rien. Parce que de toute façon, libre à vous de confirmer ou d'infirmer ce que vous avez vu avec la personne elle-même. Et après? Bon, alors c'est une question bizarre. Je devrais rencontrer la fille que je veux ou celle que je devrais vouloir? Bon, ça c'est déjà une personne qui est assez plurielle. C'est qu'à l'intérieur d'elle, il y a une personne qu'elle pense devoir épouser, après une autre qu'elle voudrait épouser, après une autre qu'elle désire épouser, et après une autre qu'elle doit épouser. Donc ça, c'est à peu près, en général, c'est quelqu'un qui est d'une famille très religieuse, mais qui est attiré que par des filles qui ne sont pas religieuses. D'accord? Donc il y a celle qui devrait épouser et celle qui voudrait épouser. Mais ça, encore une fois, parce qu'on a été très très vite, et je vous ai fait juste un petit appel d'offres comme ça, j'ai jeté juste des appâts. Mais la logique, c'est que j'ai expliqué en 2 mots qu'une personne, elle doit se connaître elle-même. Maintenant, quand je me connais moi-même et je connais mes manques, donc je sais exactement ce que je vais chercher, ce qui va m'attirer. Parce que quand vous attrapez un poisson, bah vous mettez un bout d'asticot, vous mettez un bout de pain. Vous ne mettez pas un iPhone, sinon vous allez attraper un chalala. Donc je vous raconte une histoire, après vous allez tout comprendre. Quelqu'un, il est dans le désert. Imaginez, c'est vous. Vous rentrez dans le jeu avec moi, ouais. Vous êtes dans le désert. Et ça fait 2 semaines que vous n'avez rien mangé. Rien. Donc, vous allez mourir. Et vous êtes épuisé de fatigue et sans aucune force. Vous avez épuisé la dernière calorie, vous êtes comme ça, au bord de l'évanouissement. Et vous trouvez un cadavre de chien mort. Un chien, il est mort. C'est pas cachère, le chien. Même avec l'Ashgacha Rothenberg, c'est pas cachère. D'accord? Et il est mort. Et il est pourri. Et il est rempli de verre. Et il est vert, la couleur verte. Ouais, un chien de Mars. Vous allez le manger ou non? Vous allez le manger. Vous allez le manger. À Auschwitz, ils ont mangé l'herbe. Dans les wagons, ils ont bu leur pipi. Alors vous allez le manger. Ouais, ils ont mangé des cadavres. Ça, ils ne racontent pas quand les avions y tombent et qu'on ne retrouve pas les gens. Ouais. Vous allez le manger. Le problème, c'est que quand vous allez le manger, les quelques calories que vous avez trouvées dans la viande de chien pourri, oui, elles vont vous redonner des forces. Et en prenant des forces, vous allez vous rendre compte que vous avez mangé du chien. Vous me suivez? Oui? Non? Oui? Voilà. Ça veut dire, attention, c'est violent, c'est que la valeur de la personne qu'on a devant nous, elle dépend de l'état de dépendance dans lequel on était au moment où on l'a rencontré. Vous me suivez? Oulala. C'est-à-dire que si je suis faible psychologiquement, à ce moment-là, parce que j'ai perdu mon père, parce que j'étais en échec scolaire ou parce que j'ai une souffrance physique, je vais rencontrer une béquille. Mais la béquille, je rappelle que quand on se casse la jambe, on te prête une béquille pour quelques mois. Et après, tu fais de la rééducation, tu renforces ta volonté, le pied se répare et tu te passes de la béquille. Tu ne vas pas garder la béquille toute ta vie puisque tu en as eu besoin que pour un certain temps. Ça va? Maintenant, si tu épouses la béquille, ça devient une prothèse. Pour ça, quand tu écoutes bien les femmes qui prient, des fois, elles disent que Dieu protège mon mari. Donc je dis et je répète, dans quel état d'esprit tu es au moment où tu rencontres la personne? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es complète? Est-ce que tu es forte? Est-ce que tu es bien dans ta tête? Maintenant, si tu es en appétit émotionnel et que tu es prêt à faire n'importe quoi pour avoir un peu de tendresse, tu es en danger. Ouais. Si toi, tu n'as pas confiance dans ton physique et que tu t'habilles n'importe comment et que tu fais n'importe quoi avec ton corps pour attirer l'autre, tu es en danger. Donc il faut que tu sois bien dans ta peau, toi aussi il faut que tu sois bien dans ta peau. Maintenant c'est exactement pareil. Maintenant toi, si tu es d'une famille religieuse, tu dois te définir, est-ce que tu es religieux ou tu n'es pas religieux? Si tu es une famille qui n'est pas religieuse, tu dois définir, est-ce que tu es religieux ou tu n'es pas religieux? Maintenant peut-être que tu es d'une famille pas religieuse, mais tu as une recherche sincère, entière et vraie, et c'est vers là que tu veux tendre, mais c'est compliqué de faire Shabbat avec des gens qui mangent du homard le samedi midi. Ouais. Et toi, ça te saoule la religion parce que ton père il t'a pris la tête avec la kippa et tout, et que tu rêves que de ça, d'aller vivre dans un endroit où on te laisse tranquille, on ne te prend pas la tête. Ouais, tu voudrais vivre à Sao Paulo, tout nu, sur la plage, et l'autre il vient, il dit t'as oublié ton titi de katane, mais qui crève, qui s'étouffe, qui meurt.
Donc tu dois te définir. Pourquoi? Parce que si ta nature et ton fond, ils sont dans la religion, quand tu vas épouser quelqu'un qui n'est pas religieux, toute sa vie, tu vas l'embêter avec ta religion. Soi-disant, tu n'es pas religieux. Ouais. Et si ton fond, il n'est pas religieux, ouais, alors tu vas rencontrer quelqu'un de religieux, alors tu vas dire, elle me prend la tête et me casse la tête avec sa religion. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Toi, tu veux les avantages de la religion et sans les défauts. D'accord? Tu veux la netteté, tu veux la pureté, tu veux la sainteté de la fille, mais tu veux pas qu'elle te saoule avec les téfilines. Mais attends, mais pourquoi elle t'a épousé à toi? Parce qu'elle pensait que tu allais faire tes choix. Donc toi, tu te connais pas, elle ne se connaît pas. D'accord? Maintenant, c'est vrai qu'avec deux moitiés, on fait un entier. Mais on ne peut pas mettre des portières de Porsche sur une Mercedes, bien que les deux sont de bonne qualité. Donc il faut avoir ce réalisme de savoir plutôt de dire, est-ce que j'épouse la personne que je veux ou la personne que je dois épouser? Ouais, t'as pas besoin de devoir et de vouloir. Parce que si tu sais ce que tu es, c'est facile. Vous vous rappelez le je veux et j'ai envie ou non? Je veux, j'ai envie, je dois. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez pas? Je ne l'ai pas fait ici. Écoutez bien ça, je vous fais perdre un peu de temps, mais je vous fais gagner une dizaine d'années. Je donne quand même mon numéro parce que je reçois ça. Allez-y, donnez le numéro. Mon numéro c'est 06 64 28 45 34. 06 64 28 45 34. Il est passé en direct sur Facebook aussi. Ah ouais, c'est tant pis pour toi. Justement, il y a Mohamed qui donne son commentaire sur ton numéro. Alors restez calme. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? En tout cas, vous êtes 214 à suivre sur Facebook. Ça veut dire quoi? Restez calme. Ça veut dire... De quoi je parlais? Ah oui, je veux. Écoutez bien. Un jour, c'est une histoire, mais en vérité, c'est un parcours psychologique qu'on va faire ensemble pour essayer de vous faire gagner quelques années de maturité. Un jour, j'étais j'étais en restaurant avec un monsieur qui venait de finir des études de psychologie. Alors je lui ai dit, quelle différence entre je veux et j'ai envie? Il m'a dit, ben je veux, mais j'ai envie, j'ai envie. Je dis, ok, 9 ans d'études, j'avais de la peine. J'ai dit, oh. Je dis, ben écoute, en résumé, l'homme est fait en 3 parties. Il y a le psychique, le moi, le je, l'aneshama, qui est entièrement divine, et l'âme et le corps qui est entièrement matière. D'accord? Maintenant, nous, dans les textes, on dit que la volonté, elle vient de l'âme. Et que l'envie, elle vient du corps. Maintenant, le corps, il est créé, il a un début, tout ce qui a un début a une fin. Donc l'envie, elle est limitée. L'aneshama, elle est infinie, puisqu'elle est spirituelle. Et elle produit la volonté. Le je, il est au milieu. Le je. Maintenant, soit il va utiliser le flux qui s'appelle la volonté, et ça va s'appeler je veux, soit il va utiliser un flux qui s'appelle l'envie, et il va dire j'ai envie. Vous me suivez toujours? Voilà. Maintenant, pour résumer, parce que, encore une fois, c'est pas une conférence, quand quelqu'un veut manger une glace, quand quelqu'un veut un gâteau, quand quelqu'un veut voir un film, il dit j'ai envie de manger une glace. Ouais. Mais quand quelqu'un, c'est très très important, parce que vous allez dire, de toute façon, on dit je veux, j'ai envie, on peut l'utiliser n'importe quel. Non. La précision du langage, elle est représentative de la précision de la maîtrise de la volonté. C'est pour ça que les gens qui disent n'importe quoi, en général, ils font n'importe quoi et ils sont n'importe qui. Ouais. Donc, quand je dis je veux, ça veut dire que c'est comme la Neshama, elle produit de l'infini, donc c'est un projet à long terme. Donc je dis je veux être ingénieur, je veux devenir un Talmid Chacham parce que ça prend 15 ans. Si je dis j'ai envie d'être ingénieur, la première semaine de fac, je craque. Je dis attends, ça va pas, la tête il est fou, quoi. 44 exercices de maths, il veut qu'on meure. Mais c'est pas un club de vacances, c'est une fac d'ingénieur. Donc les projets à long terme, c'est je veux, les projets à court terme, c'est j'ai envie. Ça va? C'est pour ça que quand je dis, quand un garçon il te dit je veux t'épouser, ça veut dire qu'il a un projet à long terme avec toi, de respect mutuel, pour réussir à mettre en fusion vos deux neshamot jusqu'à la fin des temps. Ok. Mais s'il dit j'ai envie de t'épouser, c'est qu'il a faim. Après, c'est toi, tu décides comment tu te sens dans le rôle du shawarma. D'accord? Maintenant, si vous avez compris, le je veux et les j'ai envie, ça va? Donc méfiez-vous des gens qui disent toujours j'ai envie, parce qu'un jour ils disent j'ai plus envie. Par contre, les gens qui disent je veux, ça veut dire qu'ils sont en maîtrise de leur volonté, donc ils vont aller au bout de leur choix parce qu'ils veulent. Donc en fait, en général, les enfants ils disent j'ai envie, les adultes ils disent je veux. Ça va? Vous avez bien compris le je veux et j'ai envie? C'est bien, c'est très clair? Alors, écoutez bien la question et réfléchissez. Attention, le je dois, c'est la continuité de je veux ou de j'ai envie? Décidez-vous. Je veux ou j'ai envie? Voilà. Donc ça veut dire que le je dois,
En fait, c'est l'obligation qui est posée par la logique des choses, par les obligations, par la réalité, par la maturité. Donc les gens qui disent je veux, ils n'ont pas de mal à dire je dois. Mais les gens qui disent j'ai envie, ils ne peuvent pas dire je dois, parce que ça les saoule. Ils n'en ont rien à treuf. Parce qu'ils sont dans j'ai envie, j'ai envie, j'ai pas envie. Donc pour répondre à la question de notre Chacham, qui a posé la question, est-ce que je dois épouser quelqu'un que j'ai envie d'épouser ou quelqu'un que je dois épouser? Mais tu n'as pas encore réglé le problème, c'est que tu es encore un consommateur. Tu n'es pas un adulte. Vous savez que le mariage est interdit aux mineurs, surtout les mineurs de fond. Donc fais très très vite, fais un accélérateur de maturité, deviens très vite un adulte, et sois en maîtrise de ta volonté, et quand tu vas dire je veux, tu verras que ça sera facile de dire je dois. Parce que cette personne-là, elle t'est pas imposée par tes parents, elle t'est imposée par tes caractéristiques, elle t'est imposée par tes choix, elle t'est imposée par tes ambitions. Et en général, quand on veut aller loin, on prend la bonne voiture. Mais si c'est juste pour manger une glace, alors tu dis elles font, qu'est-ce que je vais faire avec le bâton? Et puis il y a tellement d'autres jolies glaces, c'est dommage de se bloquer sur une glace plutôt qu'une autre, parce que tu es un consommateur, tu n'es pas un investisseur, tu es un consommateur. À part ça. Ça répond à la question ou non? L'inconnu, l'anonyme, ouais. Il dit oui. Ah, il est parti. Vous opposez souvent le plaisir et le bonheur. Est-ce que tous les plaisirs sont malsains? Mais malsain, il a écrit M-A-L-S-E-I-N-S. Je ne sais pas ce qu'il faut faire là, les gars. Là. Voilà. Est-ce que je dois donner une réponse qui est pour nous ou pour vous? Alors, écoutez bien ce que je dis. C'est très très important. Encore une fois, moi je suis rabbin, donc je donne des réponses de rabbin. Oui, si vous voulez avoir d'autres réponses, vous allez voir Cyril Hanouna. Il y a plein de gens intelligents, ouais. On n'a pas opposé le plaisir au bonheur. On n'a pas opposé. La seule différence, c'est que le plaisir, c'est une notion de consommation et le bonheur, c'est une notion de satisfaction. Maintenant, le bonheur, ça s'appelle en français la satisfaction d'être. Et le plaisir, c'est la satisfaction d'avoir. Donc tu dois décider si tu es un consommateur, encore une fois, ou tu es un investisseur. Maintenant, quand toi, écoute bien, quand toi tu as atteint le bonheur, ton plaisir, il est bon. Mais quand toi tu cherches le plaisir, tu n'atteins jamais le bonheur. Parce que le plaisir, il est consonance de consommation, il génère la frustration. Parce que le moteur de la consommation, c'est la frustration. Maintenant, si tu veux toute ta vie dire, je peux avoir mieux, c'est dommage, c'est difficile, oui mais, j'ai peut-être raté quelque chose, donc tu n'auras jamais la satisfaction. Donc encore une fois, celui qui cherche le bonheur, il aura droit au plaisir, mais celui qui cherche le plaisir, il n'aura pas droit au bonheur, c'est normal. Comment veux-tu avoir la satisfaction d'être un ingénieur alors que ça te prend la tête de faire un exercice de maths? Par contre, si tu es ingénieur et que tu as envie de vivre à Sao Paulo en peignant des bateaux 1 heure par jour et le reste à kiffer la plage, tu peux le faire. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Mais si toi tu as glandé toute ta vie et que le jour on te dit d'organiser une chambre, tu es perdu, comment tu vas faire un pont? Donc n'ayez pas peur d'être trop bon, trop intelligent, trop autonome, trop spirituel, trop bien avec le bon Dieu, c'est pas grave. Au pire, ça ira mieux. Mais si vous êtes déjà dans une logique de consommateur, vous n'avez pas vu jusqu'à quel point la société, elle a fait de vous des barres de bounty. Et même les matelots du bounty se sont révoltés. Ça rappelle la révolte du bounty. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en ai pas. Il n'y a pas? Il y en a pas Il y a mal. pas? Ah bon, moi je vais essayer d'être plus court alors. Bon, maintenant, à partir de maintenant, je ne vais pas encore acheter vol. Alors, si au bout d'un an de relation, sachant qu'on a 26 et 27 et rien n'a été consommé, entre guillemets, entre nous, il dit qu'il est bloqué, qu'il ne se projette pas, mais qu'il est bien avec moi, dois-je attendre qu'il se débloque? Je n'ai pas compris. Ça veut dire qu'il y a un malaise de fait de ne pas avoir couché. J'ai la question? Comment tu comprends ça? Parce qu'ils disent que si c'est rien passé, c'est quoi, c'est rien passé? Il ne se projette pas. C'est surtout ça la question, je pense. Au bout d'un an de relation, rien n'a été consommé entre nous, il dit qu'il est bloqué. C'est-à-dire quoi? Il faudrait qu'il se débloque? J'ai pas... Qu'est-ce qu'il veut? Des préservatifs? J'ai pas compris. Ils attendent qu'il se développe. D'accord. C'est ça qu'on a fait. Alors écoutez-moi bien. Quand quelqu'un
reste avec l'autre pendant 1 an, je pense, raisonnablement. D'abord, moi, si c'était ma fille, déjà, j'aurais esquinté le gars. D'accord? Donc, 1 an, c'est très très long. Ok, j'ai compris, on n'est pas religieux, on peut pas faire ça en 3 mois, en 1 mois, on peut pas... ok, mais c'est très long, 1 an. 1 an, c'est 365 jours. 365 jours, c'est 365 fois 24 heures, et c'est 24 fois 60 minutes. Vous me suivez ou non? Moi, quand une fille elle est avec un garçon pendant 15 jours, 1 mois, elle me téléphone, me dit « Rabbi Shitrit », il me dit rien, il me dit pas oui, il me dit pas non, il me dit rien. J'appelle le garçon, je lui dis « Écoute, c'est quoi ta réponse? Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Elle t'attend. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux pas, qu'est-ce que tu veux? Alors il me dit « Je sais pas ». Je dis, si tu as des doutes à long terme, tu les règles. Si tu as des tours à court terme, tu les élimines. Si c'est des faux problèmes, tu les bases. Si c'est des vrais problèmes, tu poses des questions, tu te rassures. Mais tu ne peux pas rester comme ça dans l'expectative d'attendre que les sentiments vont venir. Tu te prends pourquoi, toi? Spielberg. Une personne, elle doit être claire. Maintenant, quand on est clair, oui, j'ai dit tout à l'heure, quand vous posez une question à quelqu'un, ou il vous dit oui, ou il vous dit non, il vous dit rien. Maintenant, quand il dit qu'il n'arrive pas à se débloquer, c'est sa réponse. Alors, si vous êtes prêt à rester, à miser 20 ou 30 ou 40 000 dollars sur 2 cartes retournées, que vous ne savez pas si c'est 2 As ou 2-2, à 26, 27 ans, pas 16, 17 ans. 16, 17, tu dis, bon, c'est un flirt qui dure. Ben, 26, 27, il faut parler clairement. Vous êtes des adultes, tu dis, écoute mon amour, tu ressens rien, c'est pas grave, tu n'es pas obligé. Maintenant, tu veux pas qu'on avance, tu veux qu'on avance. Tu as des questions, je réponds. Tu as des problèmes, j'essaie de les résoudre. Et c'est bien. Parce que quand on résout des problèmes, ça crée de la solidarité. Maintenant, si tu veux ni parler, ni avancer, alors écoute-moi bien, la vie c'est une gare, et les trains ils partent. Maintenant, les gens malins, ils montent dans le train. Les brels, ils disent, j'espère que s'ils ne montent pas, le train il va pas partir. Il va partir, le train. Ça répond à la question ou non? C'est compliqué avec les anonymes, comment on fait? Et après, si on a rencontré quelqu'un de très bien et qui a tout ce qu'on recherche, ça il faut le présenter. Mais il n'a pas de coup de cœur, mais il n'y a pas de coup de cœur, ni de flamme. Doit-on continuer à apprendre à connaître la personne pour laisser la chance au sentiment de se développer ou ça ne sert à rien de forcer? D'accord. Alors écoutez bien ça. Ça c'est très important parce que j'ai eu beaucoup de cas où les gens me disent écoutez, Rabbi Shitrit, sur le papier c'est super. Le mec il est super, la fille elle est super, elle est sérieuse, gentille, sympathique, mignonne et tout, mais j'ai rien, je ressens rien. Alors, écoutez bien parce que là on fait une thérapie de groupe. Ouais. Donc ça m'évitera de vous parler un par téléphone. Avant de commencer à se demander si je ressens quelque chose, il faut se demander si à l'intérieur de moi j'ai pas des blocages qui m'empêchent de ressentir. Vous me suivez ou non? Par exemple, il y a des gens très très intellectuels, donc eux ils n'ont aucune expérience émotionnelle, donc ils ne se connaissent pas au niveau de l'émotion. Il y a des gens qui au fond ont peur du mariage, parce qu'ils ont vu l'expérience de couple de leurs parents qui était très très grave, donc au fond ils ont peur de se marier. Après il y a des gens que dans l'absolu ils ont peur de se tromper, d'accord? Donc ils ont l'impression que plus on avance vers l'engagement, plus ils ont un stress, et pour ça ils s'engueulent. Ça c'est l'histoire de la cabine téléphonique et du marteau. Vous vous rappelez ou non? Non? À l'époque, une jeune fille qui était une copine à ma femme, elle me dit, enfin, elle m'appelait pas Rav, elle me pose une question. Elle me dit, écoutez, ça se passe à chaque fois pareil, je rencontre quelqu'un, et puis c'est super, tout va très bien, et puis au bout de 15 jours, on commence à parler sérieusement, à ce moment-là, je vois un petit défaut, puis j'en vois un deuxième, un troisième, après ça monte un stress, et après finalement, je pose des questions, je parle à des rabbinim, puis finalement j'arrête, et quand j'arrête, je me sens mieux, et je sais que j'ai fait le bon choix. Je dis, ok, magnifique, vous avez fait ça combien de fois? Elle me dit 42 fois. Je vous raconte une histoire. Il y a 2 fous dans le désert. Il y en a un qui se balade avec une cabine téléphonique et l'autre qui se balade avec un marteau. Celui qui a le marteau, il dit à l'autre, pourquoi tu te balades avec une cabine téléphonique? Il dit, mais je suis pas fou, moi. Moi, je porte une cabine téléphonique. Tu sais pourquoi? Parce que s'il y a un lion qui m'attaque, je cours avec la cabine téléphonique et quand je suis crevé, je rentre dans la cabine, je la ferme. Waouh, je suis sauvé. Waouh, t'es pas fou, toi. Ouais. Et toi, pourquoi t'as un marteau? Tu sais pourquoi? Parce que moi, mon marteau, je me tape sur la tête, et quand je m'arrête, ça me fait du bien. Je dis, vous, c'est pareil. Vous vous sentez obligé de vous marier, parce que le temps passe, parce que toutes vos copines se marient, parce que c'est marqué dans la Torah qu'il faut se marier. Donc vous faites la rencontre, et vous allez au bout, et après vous voyez un défaut, vous montez en flèche, et après vous craquez, et vous basez. Et vous êtes soulagé, parce que vous pensez que quand vous vous sentez soulagé, donc vous pensez que vous avez fait le bon choix de renoncer. Mais le problème, il était avant. D'accord? Donc je dis,
que tu dois éliminer, d'abord si émotionnellement tu n'as jamais ressenti. Moi, quand ils me parlent de ça, je leur dis, mais dis-moi, t'as déjà été amoureux, toi? Vous avez déjà été amoureux? Vous avez déjà vu un homme que vous aurez dit, même s'il est marié, mais vous aurez rien fait, vous aurez dit, c'est un gars comme ça, ou vous avez déjà eu, si t'as jamais eu de sentiments, donc ne me dis pas juste maintenant j'ai pas de sentiments, d'accord? Bon, il faut éliminer ça. Après, t'as les gens qui sont dans le doute. Il y a une maladie qui s'appelle le doute. Maintenant, si tu mets 1h30 le matin pour choisir une jupe, ouais, et que tu as mis 4 ans et demi pour savoir ce que tu voulais faire dans la vie, donc tu imagines pour choisir l'homme de ta vie, comment tu vas nous cultiver, voir un bouillon de culture de doute. Tu vas créer une société qui s'appelle Safek. Ouais. C'est-à-dire que si toi tu es déjà indécis ou indécise, déjà tu es mal dans ta tête, tu n'arrives pas à finaliser tes choix, c'est normal que dans un choix aussi révélateur du doute, tu vas encore plus douter. Donc ne viens pas me dire j'ai pas de sentiments alors qu'au fond j'ai pas réglé mon problème de doute. Vous me suivez toujours? Ça veut dire qu'il faut en amont, quand tu vois que l'eau n'arrive plus, il faut aller remonter la rivière pour voir qu'est-ce qui bloque l'eau. Maintenant si tu es bien dans ta tête, tu n'as aucun problème de doute, tu es déjà tombé amoureux, tu as une vie émotionnelle normale et que tu n'as aucun sentiment, c'est vrai, tu ne te maries pas. Tu ne te maries pas. Parce que c'est trop dur. Vous me suivez? Il faut un minimum. Mais normalement, je vous dis la vérité, normalement, des gens raisonnables, des gens gentils, des gens éduqués, des gens normaux, quand ils se côtoient, et que c'est des gens appréciables, et qui s'apprécient, normalement, il se crée quelque chose. Ouais? Donc vous avez bien compris. Tu élimines tous les filtres. Si quand on enlève tous les filtres, il ne se passe rien, ben là on est déjà dans l'absolu, c'est-à-dire le cas qui arrive une fois sur 1 million, c'est-à-dire que tu peux le compter sur les doigts de la main d'un manchot. Mais si c'est effectivement le cas, il ne faut pas aller sous la roupa avec la ramma en se disant si Dieu veut, ça va venir. Parce que j'en ai vu des gens qui m'ont dit ça. J'ai jamais aimé ma femme, mais les rabbins ils m'ont dit ça va venir. Et c'est jamais venu. Et les 4 enfants, comment ils sont nés par Wi-Fi? D'accord? Maintenant, encore une fois, je vous donne une réponse très générale. Et vous, après, chacun, dans son cas de figure, il doit faire l'auto-analyse avec beaucoup de prières pour qu'Hachem vous éclaire pour faire le bon choix. Et après, il faut dire amen, mais c'est pas grave. Où est-ce qu'il est celui-là? Si on a rencontré quelqu'un... Si on a rencontré quelqu'un de très bien, qui nous correspond, mais qu'on lui a mis trop la pression. Les Marocaines, épousez des Marocains. Donc, ouais. Mais qu'on lui a mis trop la pression pour que la relation soit sérieuse et mène au mariage. Trop la pression. Puis la personne, Puis la personne a pris peur. Moi, je gars un gars qui prend peur quand la chose devient sérieuse. Et pas venu pour se marier, celui-là. Vous me suivez ou non? C'est comme si quelqu'un, tu lui dis tu peux me garder mon fils? Combien de temps? 20 ans. Il prend pas peur, le gars. Il devient sérieux. Il dit mais t'es fou, quoi, je vais pas garder ton fils 20 ans. Donc si toi, on est ensemble, on parle sérieusement, et maintenant on est en projet de mariage. J'espère, je vous ai expliqué tout à l'heure la différence entre un flirt et un projet de mariage. Si on est déjà en projet de mariage, on peut poser des questions claires. Maintenant, si tu dis oui, mais il va avoir peur, parce que les garçons, ils ont peur de s'engager, parce que les garçons, ils ont peur du long terme, alors c'est un papillon. Moi, je dis comme ça, il ne faut pas avoir peur de la clarté, il ne faut pas avoir peur de la vérité. Et si vous allez me dire, oui, il y en a qui s'effraient, il y en a qui s'angoissent, il y en a qui, comme des filles qui me disent, ouais, alors on est obligé d'être très cool au niveau physique, parce qu'aujourd'hui, les garçons, ils ont besoin de goûter. Moi, je dis non. Moi, je dis, tu te respectes, ils te respectent. Ils ne te respectent pas, laisse tomber. Et tu dis, oui, c'est pas si facile, hein, vous connaissez pas les garçons aujourd'hui. Non. Tu te maries pas avec un statistique, tu te maries avec un garçon. Même si on a un qui est bien, laisse les 999 à la poubelle. Donc on en a parlé au bout d'une semaine seulement. Ah, une semaine, c'est court. Et ouais, au bout d'une semaine. Mets-lui un pistolet sur la tempe. Non, si c'est un chidour, ça prend 2 semaines. Mais si c'est pas un chidour, il faut réfléchir. Et maintenant, il a un blocage. S'il a un blocage, c'est un problème de psychorigidité. Il peut lui dire, écoute, j'ai parlé avec mon cœur, je suis une fille sérieuse, en plus j'ai 77 ans, donc je suis un peu pressé. D'accord? Il ne faut pas te bloquer. Maintenant, s'il lui reste dans son blocage, ça veut dire qu'il y a un problème, parce qu'il faut l'élasticité. Et l'élasticité, c'est la jeunesse.
Si quelqu'un il n'a pas d'élasticité, il n'a pas de flexibilité, ça va être quoi plus tard? Parce que là c'est rien que je t'ai proposé un mariage trop tôt. Mais plus tard je vais te dire on va mettre les enfants dans une école comme ça, ou je vais te dire je vais faire ma alia, je vais te dire que ma mère elle va venir vivre avec nous pendant 14 ans, tu vas devenir malade. Donc il faut de la flexibilité. Deuxième question. C'est la même. C'est la même. Comment faire pour attraper la chose? C'est très simple, il faut aller voir la personne, s'excuser, d'avoir été un peu fort, un peu vite, dire qu'on veut construire, qu'on sent qu'on a un potentiel, qu'on sent que le Satan s'en est mêlé, que c'est de la mauvaise volonté, et être le plus sincère possible. Si l'autre il réagit, il comprend qu'il y a un diamant devant lui, c'est bien. S'il ne comprend pas, c'est pas grave. Ça va? Parce que la sincérité et la spontanéité, ça ne fait pas de mal. Mais si ça fait du mal, c'est que c'est vécu par quelqu'un qui lui-même ne supporte pas la spontanéité. Et comme la spontanéité, c'est une marque d'équilibre, donc il ne faut pas avoir peur d'être normal. Et après, si les parents sont complètement opposés à une relation dont on est sûr, est-ce que le respect des parents passe avant? C'est un vrai problème. Moi, je vous le dis en tant que parent. Ouais. Maintenant, je dois leur dire la lacha, ou ils peuvent la trouver de toute façon. Si, c'est écrit même dans... Écoutez bien ce que je vous dis. Mais je crois que la moitié des parents de Créteil vont me tuer. Quand on dit que les parents sont contre, c'est que les parents ont un avantage. C'est qu'ils vous aiment. C'est très rare que les gens ils ont fait des enfants juste pour les faire souffrir. Donc, ils peuvent aussi servir de parapet, ils peuvent aussi servir de signal d'alarme, ils peuvent servir aussi d'aide, puisqu'a priori, ils vous aiment. Maintenant, quelqu'un qui t'aime depuis 22 ans, c'est pas possible qu'ils veulent ton mal. C'est pour ça que quand les gens me posent cette question-là, toujours je leur demande, mais comment ça s'est passé avec les autres frères et sœurs? Maintenant, si à chaque mariage il y a eu des blocages, ça veut dire que c'est la famille qui a un problème. Ouais. Ils trouvent que des défauts, ils sont pas contents. Après, maintenant, s'il y a une logique raisonnable, c'est-à-dire que tes parents, ils vont allumer une lumière sur une chose que tu n'as pas envie de voir. Par exemple, le parent, ils vont te dire, mais écoute, vous n'êtes pas du tout du même niveau intellectuel, laisse tomber. Quelqu'un va te dire, mais vous n'êtes pas du tout du même niveau de religion, laisse tomber. Si quelqu'un va dire, mais c'est l'archement pour la famille, qu'est-ce qui nous amène un gars, tous ses frères, c'est des drogués. D'accord? Oui, mais lui, il est bien. Donc, faites, c'est un éclairage. Maintenant, quand vous vous servez de l'éclairage et que vous arrivez à objectiver l'éclairage, vous utilisez l'éclairage, c'est bien. Maintenant, si c'est de l'obstination, si c'est du braquage pour rien, si c'est presque de la méchanceté gratuite, d'accord? Parce qu'il y a des gens aussi, malheureusement, qui sont très rares, mais qui font les enfants pour eux et pas pour les enfants, d'accord? Et qu'ils ont un idéal, parce qu'ils voudraient que l'enfant il soit comme ça, et qu'il rentre dans telle famille, avec tel budget ou telle vie financière. Donc ça peut arriver. Maintenant, dans l'absolu, quand tout a été fait dans la pureté, dans la sainteté, dans la kedusha, même si les parents ne sont pas d'accord, les enfants peuvent se marier. C'est comme ça que c'est marqué dans Rav Ovadia Yosef, dans Yalkut Yosef, d'accord? Mais c'est quand même difficile de se dire que mes parents ne vont pas venir au mariage. Ou alors que mes parents ne vont pas me donner leur bracha, ne vont pas me bénir. Maintenant, il y a une logique aussi, ça j'ai rencontré plusieurs fois, à Lyon, à Marseille, à Paris, des gens qui m'ont dit, écoutez, le beau-père, il veut rien savoir, il n'aime pas mon style, ou alors j'ai pas une situation qui est stable alors que la fille, elle est ingénieure. Donc, je lui dis, mon frère, il faut que tu vendes ton produit. Tu vas y aller. Il me dit, il a voulu me casser la gueule une fois. Je lui dis, tu vas, tu t'expliques. D'abord, tu rassures. Ouais, il faut rassurer parce que les parents n'ont pas besoin d'autre chose que d'être rassurés. Une fois comme ça, c'était quoi l'histoire? Ah oui, les parents, ils m'ont dit, écoutez, ma fille, elle a fait un chidour. Le gars, il est élève rabbin. Mais il n'a pas de barça, il n'a rien. Il dit, comment ils vont se marier? Comment ils vont faire? Elle a fini son truc de mathématiques et lui, il est élève rabbin. Comment ils vont faire? Alors je lui ai dit, dites-leur de venir me voir. Il est venu me voir. Je lui ai dit, écoute, les parents ont besoin d'être rassurés. Je lui ai dit, tu peux pas lui dire, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. D'abord, tu n'as pas de chauffage, donc l'eau, elle est fraîche. D'accord? Et puis l'amour, ça remplit pas les assiettes. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je lui ai dit, mais tu fais rien. Il m'a dit, bon, j'ai un petit salaire de l'école rabbinique. Après, à part ça, je suis rabbin dans une communauté. Ah bon, combien c'est? Tant. Mais tu me demandes qu'il fasse un contrat. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu formes des bar mitzvahs, tu fais des trucs, tu es chômeur dans un restaurant. Le gars, il a trouvé 4 000 euros. Il a été voir les beaux-parents, il dit, j'ai 4 000 euros. Voilà, posé, fixé, vérifié. Ils sont mariés. Maintenant, toi, tu peux rester dans le blocage. Oui, vous avez un a priori sur moi, et vous ne faites pas confiance. Et pourquoi vous ne faites pas confiance? Je te fais pas confiance parce que c'est ma fille. Parce que c'est mon fils, parce qu'il va rentrer. C'est la vie maintenant. On est dans le monde des adultes. C'est moi qui va payer le loyer sous prétexte que tu es un excité. Ouais. Donc, toi, la logique, c'est que tu dois rassurer les parents. Ouais, cette logique-là. Maintenant, tu vas comprendre bien que tu vas être rassurant parce que tu rassures. Et pourquoi tu rassures? Parce que tu assures. Maintenant, si tu n'assures pas, tu pourras toujours te cacher
qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne m'aiment pas. Mais fais attention au signal d'alarme des parents. J'avais raconté cette histoire. Une fois au Canada, après un cours, un jeune couple y rentre. Alors la fille, elle avait un ventre, Sacom, c'est une marque très connue. 8e ou 11e mois, je ne sais pas, l'un des deux. Et alors, ils rentrent les deux. Bon. Et puis moi je parle, le mec il joue avec son téléphone. Et elle pleure, elle dit ah ben chérie, fais pas attention à moi, il tient pas compte de moi, on est mariés depuis un an, nanana. Et moi je le vois, le mec il n'était pas clair, il est fuyant. Je dis à la fille, vous pouvez sortir, madame. Elle est sortie. On pleure. Je lui dis, dis-moi, depuis quand tu l'aimes plus, ou est-ce que tu l'as déjà aimé? Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va vous raconter, Rav? Qu'est-ce qu'on va vous raconter? Raconte-moi ton histoire. Moi j'ai un sentiment bizarre. Il m'a dit, en vérité, les parents ils voulaient pas de moi. Dès le début, ils m'ont jeté. Et moi, je suis rentré dans un défi de challenge que je vais avoir. Et je me suis battu pour ça. Et elle est amoureuse. Mais moi, en vérité, je n'avais pas des sentiments. Mais j'étais tellement aveuglé par Marchouma qui m'ont jeté que je me suis battu pour l'avoir. Et bien finalement, ils ont baissé les bras et on s'est mariés. Et alors, il m'a dit, le lendemain de la repas, j'ai senti que je l'aimais pas. Et je lui ai dit, mais tu l'as mis enceinte? Oui. Et je l'aime pas. Et je regarde ailleurs, et j'ai la tête ailleurs, et je dis que mon bonheur et les trucs, et je me suis marié trop tôt, et j'ai envie de kiffer la barasse. Je lui ai dit, mais t'es un malade mental. Je trouve un immeuble élevé, je vais t'aider. D'accord? Mais, enfin, j'exagère. Mais pour vous dire que des fois, les parents, ils tirent la bonne sonnette d'alarme. Des fois, les parents, ils exagèrent. Maintenant, de tenir compte de la vie de gens qui t'ont aimé pendant 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24 ans, c'est pas très grave. Premièrement. Et deuxièmement, que tu aies leur prolongation. Maintenant, si effectivement, tu as vu qu'ils sont psychologiques, qu'ils ont un problème d'angoisse, qu'ils voient toujours le négatif, qu'ils ne le connaissent pas, qu'ils ont des a priori, qu'ils jugent la famille, qu'ils jugent la situation, et que malgré l'éclairage de tout ce qu'ils mettent en relief, tu n'arrives pas à voir les défauts. Ouais, alors à ce moment-là, c'est un extrême que peut-être qu'il va falloir aller contre jusqu'à ce qu'eux, ils comprennent la valeur du garçon ou de la fille. Ouais. Mais sinon, en général, les gens qui t'aiment, ils te donnent un bon éclairage. Alors au moins, tiens-en compte. Ça va? Je pense que tu as répondu à cette question aussi. Oui. Quelle place donner à nos parents sur la vie de la future belle famille ou de la femme? Supposons la belle famille plaît, mais la fille en question... Plaît pas. Ah, la famille plaît pas, mais la fille en question plaît. Alors, c'est exactement le même problème. Ça veut dire que des fois, on trouve des diamants dans des décharges publiques. Des fois, Hachem, il envoie une échama extraordinaire dans une famille qui est complètement à côté de la blague. Donc des fois la famille est représentative, des fois la famille n'est pas représentative. Maintenant il faut mesurer le niveau de superficialité de la gêne des parents. Si c'est une question du regard de l'autre, si c'est une question de « mais ça se fait pas, nous sommes des descendants de Rabbanim », d'accord, mais papa t'as la télé cachée dans la chambre, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ouais. Donc c'est à vous de voir le degré de sincérité des parents dans ce cas-là, d'accord? Maintenant, si encore une fois, ils vont vous mettre en relief, parce que des fois on ne se rend pas compte, on croit qu'on se marie pas avec la famille, c'est faux, on se marie avec la famille. Tu te maries avec la famille, tu vas passer des charlottes là-bas, tu vas passer des fêtes là-bas, avec la télé allumée, le khamet sur la table, tu vas devenir cinglé. Tes petits-enfants, tes enfants, ils vont être les petits-enfants. Donc peut-être qu'ils vont te dire, papa, toi t'es religieux, mais papy, il est cool, moi je vais être comme papy, et tu vas te sentir un peu mal du conflit, ou le contraire. Ouais. Donc ça veut dire que on épouse aussi la famille. D'ailleurs, moi je connais des rabbanim qu'avant le shidour, pour leur fille ou leur fils, ils font une étude sur le shalom bayit des parents, des beaux-parents. Vous me suivez ou non? Ils voient le shalom bayit des beaux-parents. Est-ce qu'il y a de l'équilibre? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce qu'il y a de l'honnêteté? Pourquoi? Parce que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Maintenant, les exceptions, encore une fois, comme tu es déjà amoureux, c'est possible que tu as voilé les défauts, tu as arrondi les angles. D'accord? Donc encore une fois, vous allumez l'éclairage des parents et vous essayez d'avoir un regard objectif. D'accord? Mais si vous voyez que c'est de la susceptibilité, vous n'êtes pas obligé de tenir compte d'après ce qui se passe. Faut-il avoir de l'admiration pour le garçon avant de se marier avec lui ou c'est pas grave si ça vient après le mariage? Très très bonne question. Personne ne peut se lever? Non, je rigole. Alors, maintenant attention. Je vais vous faire le film à l'envers. Vous savez, quelqu'un, il vient et dit à Rav Chetrit, j'aime plus ma femme. J'aime plus mon mari. Alors je lui dis, mais, oui, avant d'arrêter de l'aimer, t'as arrêté de l'admirer. Il me dit, c'est vrai, je l'admire pas, elle est grosse, il est bête, il sent de la bouche. Avant d'arrêter de l'admirer, t'as arrêté de le respecter. C'est vrai, je lui parle mal, je le traite de vaurien, de nul, de débile,
Donc c'est quoi la logique? La logique, c'est qu'une personne qu'on respecte, on finit par l'admirer. Et une personne qu'on admire, on finit par l'aimer. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que respecter, c'est donner à l'autre le droit d'être. Quand tu donnes à l'autre le droit d'être, il est. Quand il est, il te donne le meilleur de lui-même. Quand il donne le meilleur de lui-même, tu l'admires. Et les gens que tu admires, automatiquement, tu t'attaches à eux. Donc tu les aimes. Parce que aimer, c'est faire un. Ça va? Super. Donc dans le sens inverse, quelqu'un que tu respectes pas, tu finis par ne plus l'admirer. Et quelqu'un que tu n'admires plus, tu finis par plus l'aimer. D'accord? Donc ça veut dire que c'est important d'admirer la personne qu'on va épouser. Maintenant, sachez que les personnes admirables sont admirées. Comme les gens respectables sont respectés. Maintenant, quand quelqu'un il veut que je l'épouse, normalement, il va devenir admirable. Ça va être compliqué là. Ouais. Mais si quelqu'un n'est pas admirable et que ça ne le dérange pas de ne pas être admirable, il y a deux solutions. Soit c'est qu'il n'est pas au niveau, d'accord? Soit que ça ne le dérange pas d'être nul. Quelqu'un qui n'est pas au niveau, il peut grandir et s'élever et devenir bon. Quelqu'un que ça ne dérange pas d'être nul, ça va être difficile. Parce que vous n'avez aucun espoir de l'admirer un jour, puisqu'il ne va pas se donner le challenge de réussir à devenir admirable. Maintenant, après, c'est à vous de définir quel est votre critère d'admirable. Parce que si vous voulez qu'il soit comme votre père, mais votre père, il a mis 30 ans pour devenir ce qu'il est devenu. Donc rappelez-vous qu'on n'épouse pas un produit fini, on épouse des pièces détachées. Maintenant, allez voir le Rav de Castorama et demandez-lui pourquoi ces parpaings, ils coûtent 0,75 centimes et ceux-là, ils coûtent 3,80 € alors qu'il en faut des centaines et des centaines pour faire une maison. Il va vous dire parce que ceux-là, ils sont biodégradables, ils sont pourris, ils sont faits avec des déchets de béton recyclés et ceux-là, c'est une qualité supérieure, première qualité de ciment, première pression et ça tient 100 ans. Donc vous, quand vous épousez quelqu'un, n'oubliez pas que vous épousez un potentiel. Donc regardez les qualités de base. Regardez l'intelligence, regardez, pas forcément l'intelligence intellectuelle, mais l'intelligence de vie, regardez l'équilibre, regardez la générosité, regardez la pureté, regardez l'ambition, regardez l'attention, regardez la finesse, d'accord? Regardez que la personne, elle vous plaise. Oui, et à ce moment-là, vous avez des données de base. Maintenant, avec ces données de base, on peut faire des choses extraordinaires. Mais si vous voulez un produit fini, et que le produit aujourd'hui il n'est pas correspondant, il faut d'abord vous demander si vous-même vous êtes déjà un produit fini. D'accord? Voilà. Maintenant de rien trouver à admirer chez quelqu'un, c'est très rare. Et si vraiment c'est un pauvre type, il ne faut pas se forcer non plus. Hein? D'autres questions? Il y a pas mal de questions. Donc c'est dire je suis trop long. Je suis déjà grand, si en plus je suis long. Alors, je précise que les SMS sont gratuits, il y en a qui m'ont posé la question. C'est pas vrai. Ah, il y a des mecs nassis dans la salle. Alors si on est très pratiquant et qu'on fait que rencontrer que nos contraires. J'ai dit déjà que des fois c'est Mina Shamaim, des fois c'est Mina Satanim, mais bon, je vais expliquer. Donc si on est très pratiquant et qu'on fait que rencontrer que nos contraires, sur tous les points, malgré qu'on les écarte, on se pose quoi comme question? Ben c'est facile. Les mouches sont attirées par la viande. Non. Ce qui se ressemble s'assemble. Non plus. Puisque la personne rencontre son reflet, donc je suis son reflet, et pourtant je suis religieux, mais elle n'est pas mon reflet. Alors quand tu dis qu'elle n'est pas ton reflet, parce que je peux te parler à toi, Gaëtan, puisque le Gaëtan ce qu'il est, d'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est que une personne, encore une fois j'ai dit tout à l'heure, je pense avoir répondu, mais peut-être j'ai été trop vite, elle doit d'abord se connaître elle-même. D'accord? Maintenant, il y a des froum frai et des frai froum. Vous me suivez ou non? Il y a des religieux non religieux et des religieux non religieux. Et des non religieux religieux. Maintenant, quand toi, tu sais ce que tu es au fond, parce que tu as fait déjà ce petit travail, parce que tu as dépassé ta crise d'adolescence, que tu t'es posé, que tu t'es défini. Donc, la personne, quand tu dis qu'elle ne te correspond pas, mais elle ne correspond pas à quoi? À ce que tu montres ou à ce que tu es? Maintenant, Hachem, il ne te juge pas pour ce que tu montres, il te juge pour ce que tu es. Il t'envoie une Ashgacha en fonction de ce que tu es. Pas en fonction de ce que tu crois être, ou en fonction de ce que les gens pensent que tu es, ou en fonction de ce que tu aimerais que les gens pensent que tu es, mais en fonction de ce que tu es. Maintenant, toi, tu as juste un travail à faire, c'est être toi-même. Le même que toi. Donc, ou tu étudies bien la Torah et tu essaies d'être cohérent avec ce que tu as appris dans ta famille, ou alors tu essaies de savoir que peut-être que tu dois être un traditionnaliste plus posé, ou peut-être qu'un païen qui réfléchit toute la journée. Mais décide-toi. Mais si tu ne te définis pas,
Donc, automatiquement, la chose qui est en face de toi, elle ne te ressemble pas. Maintenant, à part ça, encore une fois, le Yetzer Hara, il crée ça. Rappelez-vous que les bénis Israël, avant de recevoir la Torah, ils ont eu l'épreuve du veau d'or. Vous comprenez ou... Et le veau d'or, il est en or, et il a une tête de veau. C'est un veau d'or. C'est pour ça qu'il a une Volvo, parce qu'elle vaut le veau qui est dedans. Ouais. Donc je vous donne l'idée, après vous comprenez. Une fois, une jeune fille, elle est venue chez moi. Elle m'a dit, Rabbi Chetri, je vais rentrer au séminaire. Je dis, vous êtes sûr? Elle m'a dit, oui, j'ai un garçon qui arrive. Elle me dit, comment? Mais non, je vous dis que je vais rentrer au séminaire. Je veux rien entendre avant un an. La semaine d'après, elle me dit, Rabbi Chetri, on m'a fait une proposition. Je dis, vous êtes un professionnel de la teuf? Un prophète? Je dis, non. Mais je savais que quand vous avez eu un grand projet, donc on vous envoie une épreuve. Elle me dit, mais qu'est-ce que je dois faire si c'est Mina Shamaïm? Je dis, mais réfléchis, le gars il est bien, il est mariable, non, il a besoin d'évoluer, il a besoin de changer, mais le Rav il m'a dit qu'il a un grand potentiel, qu'il a promis qu'il arrêterait la coke. Je dis, mais toi tu es sur un décollage vers le séminaire, et lui il commence à se demander si Shabbat c'est bien dans le judaïsme, ou si c'est du bouddhisme. Je dis, tu vois pas le piège, le PAC? Vous avez compris ou non? C'est exactement pareil. Ça veut dire que c'est à toi de te connaître et tu verras qu'en fin de compte, la vie, elle a un défaut majeur, c'est qu'elle te ressemble. Donc quand tu es clair, elle est claire. Quand tu es flou, elle est floue. Quand tu n'es ni net ni flou, ce qu'on appelle Internet, oui, ça aussi, ça te définit. Maintenant, n'aie pas peur. Donc la question, elle est bonne. Comment ça se fait que je rencontre tout le temps des choses qui ne me ressemblent pas? Mais la réponse, elle est mauvaise. C'est-à-dire que toi, tu dois réfléchir au fond qui tu es, vraiment. Et quand tu sais qui tu es, t'en fais pas. Il n'y a pas d'erreur. Les mouches, elles vont là où il y a de la viande. Est-ce qu'il est important de regarder le passé de la personne ou une fois qu'elle est teshuva, c'est bon? Ça, c'est très très important parce que j'ai eu beaucoup de souffrances avec des cas comme ça. Je vous raconte l'histoire. La fille, elle m'appelle, Rabbi Chetri. J'étais en chidour avec quelqu'un depuis 15 jours. Ça marchait très très bien, c'était super. Après, le garçon, il m'a posé une question, est-ce que j'ai un passé? Les garçons sont très curieux du passé. Mais c'est bizarre, ils ne sont pas curieux du leur, ils sont curieux du vôtre. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait? Elle m'a dit, j'ai tellement insisté, et ben j'ai dit la vérité. J'ai dit ce qui s'était passé, qu'avant j'étais complètement à côté de la plaque, que j'ai même vécu maritalement avec un non-juif, et qu'évidemment, quand on est dans une maison pendant 2 ans avec quelqu'un, ben, c'est rare qu'on joue que au Monopoly. Mais après, j'ai fait une grande teshuva, après je suis parti au séminaire, et je n'ai plus aucun rapport avec cette fille. Je dis, vous n'avez plus rien à voir. Et j'ai vu, parce que je l'ai rencontrée, je l'ai parlé, elle est devenue toute rouge, elle était pas à l'aise, elle était angoissée. Je dis, vous avez récupéré votre pudeur et votre candeur d'avant. C'est pour ça qu'on dit que quand quelqu'un fait tchouva, on ne doit pas lui parler du passé, parce que de toute façon, cette personne-là, elle est morte puisqu'elle est quelqu'un d'autre. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis le passé au présent. Et maintenant qu'elle lui a raconté les détails, parce que l'imbécile, il demande les détails, il dit, j'arrive plus, maintenant je te vois avec quelqu'un d'autre, je suis écœuré, j'ai envie de mourir, j'ai envie de crever, je ne peux pas continuer le chidour. Moi, je lui dis, écoutez-moi bien, vous lui dites de ma part. Il me dit, oui, mais on n'est plus en contact. Je dis, dans votre tête, vous gardez cette attitude. Il m'a dit, il veut faire un break. Je dis, même une caravane, s'il veut. J'ai dit, écoutez, c'est très simple. Moi, je pense que vous n'avez plus rien à voir avec cette fille-là. Et je l'ai piqué, je l'ai poussé à bout. Je dis, vous n'avez plus rien à voir avec cette fille-là. Donc, si lui, il comprend que vous êtes un diamant, et que les diamants, des fois, il faut aller fouiller au fond de la terre pour les trouver, c'est bien. S'il ne comprend pas, qu'il vous laisse tranquille. Parce que s'il vous épouse par pitié, toute votre vie va vous dire, ouais, mais de toute façon, t'as un passé, de toute façon, t'as vécu, alors laisse tomber. Ok, écoutez bien l'histoire, comment elle est belle. Moi, je l'ai rencontré un mardi soir, la fille. 2 jours après, un gars, il m'appelle. Rabbi Chetri, j'ai eu votre téléphone, j'ai un cas, voilà, j'ai rencontré une fille, ouais, ça faisait 15 jours qu'on était ensemble, elle a fait tel, je lui dis, comment? Tel séminaire, tel truc, tel. Il me dit, quoi, vous la connaissez? Maintenant, Mina Shamaïm, écoutez bien, la fille, elle est venue chez moi, c'est pas une élève à moi, lui, il m'a appelé, c'est pas un élève à moi. Il y a beaucoup de rabbins dans Paris, ouais. Je dis, écoute-moi bien, toi. Écoute-moi bien, JH2, ça veut dire Jean Ahmar au carré. C'est toi qui as été fouillé le fond de la poubelle. C'est toi qui as ramené le passé. C'est toi qui t'es pourri la tête avec des images pourries. C'est toi. D'accord? Maintenant, c'est très simple. Ou tu la regardes comme elle est maintenant, et que maintenant, au Hachem, elle aurait même eu le droit de te mentir. Ouais, parce que de quoi tu te mêles, toi? Que quoi, genre, elle s'est salie? Pourquoi ton pinceau, tu l'as jamais trempé, toi? D'accord? Donc, toi,
tu vas oublier son passé parce que Baruch Hashem, elle a fait teshuva. Et elle aussi, peut-être, elle va oublier toutes les filles avec qui tu as déliré. Et tu la prends comme elle est, et tu l'épouses, et vous ne parlerez jamais de ça, parce que c'est une histoire qui n'a rien à voir avec vous, parce que vous êtes quelqu'un d'autre. Ou sinon, non, t'arrives pas. Tu dis t'es obsédé, ça te prend la tête, tu fais une phobie, tu la vois dans les bras de quelqu'un d'autre, t'arrives pas. Alors je t'en prie, laisse-la tranquille. Il m'a dit, mais Rav, c'est pas évident. Je dis, si c'était évident, tu m'aurais pas appelé. Ils sont mariés. Baruch Hashem. Ils ont 2 enfants. Ouais. Ça veut dire que ne posez pas des questions sur le passé de l'autre, si l'autre, il a un présent extraordinaire. Ça va? Maintenant, si le passé, il est encore présent, c'est normal de poser des questions. Parce que si le gars, il te dit, bon, Hachem, je viens de finir Baba Kama, et puis après, il fait 1 seconde, je m'isole, et tu vois qu'il est en train de prendre une ligne, tu dis, écoute, c'est pas Baba Kama que t'as fini, c'est Baba Kamé. D'accord? Donc là, c'est normal, parce que dans le présent, tu vois des choses qui te dérangent. Mais ne posez pas des questions sur le passé si vous n'êtes pas capable d'assumer les réponses. Et en général, les garçons n'assument pas le passé des filles. C'est comme ça. Ils croient qu'ils épousent Sarah et Menou. Mais pour épouser Sarah et Menou, il faut être Abraham Avinu, Yabrel. Ça va? C'est bon, non? Vous avez compris? Maintenant, je vous raconte une autre histoire. Très belle aussi. Ce soir, il n'y a que des belles histoires. Un garçon et une fille vivaient ensemble. Ils n'étaient pas du tout religieux. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pendant des années. Et un jour, monsieur, il est devenu religieux. Il a fait teshuva. La fille, elle a rien compris. Elle a dit, écoute, c'est terminé, c'est ce qu'on se quitte et tout ça. Quand ils sont séparés, la fille, elle a réfléchi. Elle dit, bon, oui, non. Elle a été à des cours, elle a fait teshuva. Elle est partie au séminaire. Lui, entre-temps, il est parti à l'Yeshiva. Maintenant, s'ils n'ont plus aucun rapport depuis 3 ans, rien. Maintenant, lui, il arrive en âge de marier et tout ça. Et 6 fois de suite, on lui propose une fille. Qui? Elle. Maintenant, les gens, ils ne savent pas qu'ils se connaissaient. Vous me suivez, non? Alors, il m'appelle. Il me dit, ah, Véria, qu'est-ce que je fais? Moi, je la connais très bien. Et on me la propose. Maintenant, moi, je ne savais pas qu'elle avait fait teshuva. Et je demande des questions au rabbinim du séminaire, aux filles, aux copines. Ils me disent une pureté, une lumière, incroyable. Des fois, ils exagèrent, mais là, c'est vrai. Elle m'a dit, je l'ai croisée dans un mariage et tout. Discrètement, je suis parti tout de suite dès que je l'ai vue, mais je l'ai vue. Elle a complètement changé. Alors, qu'est-ce que je dois faire, Rav? Qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Écoutez la réponse. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Si tu es capable de faire un vrai shidduch avec elle, mais genre 0-0, à la limite, tu la revois. Parce que Béhémet, elle n'a plus aucun rapport avec ça. Tu es capable de faire ça, de l'écouter aujourd'hui, de l'entendre aujourd'hui, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'autre, elle est morte. C'est un film que tu as vu quand tu étais jeune et tu as perdu même le nom du film et le nom des acteurs. Ouais, eh bien, ils ont fait ça. Comme des étrangers. Et bon, ils sont mariés. Ça veut dire qu'on peut occulter des choses. Ouais. Mais ça, c'était des gens qui étaient déjà a posteriori parce qu'ils avaient déjà un passé. Mais quand toi, de manière pervers, soi-disant pour savoir, parce que tu as besoin de savoir, tu vas fouiller le passé, tu fouilles pas le passé si tu n'es pas capable de l'assumer. Parce qu'à ce moment-là, va faire un test de paternité, mon frère. Et là, tu risques d'avoir des surprises. Ouais. Non, j'exagère. C'est bon, il y a une autre question? Oui. Ça va les réponses ou... Parce que personne n'applaudit, personne ne... Je sais quoi, je suis un vendeur de patron, quoi. Alors, si on a déjà consommé, peut-on prétendre à une femme pure? Bon, Al-Salah. Est-ce qu'il doit lui dire 2 pour Al-Salah? Bon, en fait, j'ai un peu répondu à cette question, mais c'est pas grave, je réponds quand même. Je viens de dire que la Gemara, elle dit que quelqu'un qui fait teshuva, c'est considéré comme la résurrection des morts. Donc, a priori, si on a fait une vraie teshuva pure, entière et sincère, c'est pas juste qu'on a acheté un chapeau, ouais, c'est vraiment qu'on a fait une vraie teshuva, donc on n'a plus aucun rapport avec cette personne-là, d'avant, ouais. Donc, dans l'absolu, on n'est pas obligé de le dire. Et à quoi ça sert? Maintenant, si la fille, elle va dire, oui, mais moi, comme j'ai rien fait, je vais épouser quelqu'un qui a rien fait. Je vous dis, s'il y a une vraie teshuva, c'est plus dur à accepter d'une fille. Parce que tu dis, oui, mais la fille, elle a fait des choses, alors est-ce qu'on peut l'épouser? Si tu dois voir la valeur de la personne, tu dois voir comment est-ce qu'elle est grande, comment est-ce qu'elle investit, comment est-ce qu'elle est pure. Et à ce moment-là, tu regardes. Maintenant, moi, je conseille de ne pas fouiller le passé, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et si quelqu'un dit, non, c'est pas vrai, parce que moi, j'ai droit. Alors là aussi, j'ai une histoire. Moi, j'ai que des histoires. Je devrais écrire un livre avec mes histoires. Un jour, un garçon, il m'a dit, Rav Chétrit, moi, je veux la pure de chez pure. Première main.
non déballé, non débloqué. Ouah, le téléphone. Je dis, mais toi, t'es pur? Il m'a dit, non, moi, toutes les filles de Paris qui n'ont pas de cerveau, je les ai vérifiées. Je dis, alors, pourquoi le bon Dieu il va t'envoyer une fille qui est pure parce que tu n'es pas pur? Non, je ne parle pas d'un accident qui s'est arrivé une fois, comme ça, qu'à la limite on a pleuré après l'avoir fait. Je parle du vrai gars qui a été très très loin et qui est fier de le faire, et que malgré qu'il est fier de le faire et qu'il n'a pas fait des chouvas sur ce qu'il a fait, il exige. Et je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas exiger plus que ce qu'on propose. J'ai dit, écoute, dans l'absolu, si vraiment tu as fait tout, tu mérites pas la pureté. Pourquoi on va donner une sadéquette à un tordu? Il m'a dit, ben, je l'aurai. Il m'a dit, je vous mets au défi. Moi, tu ne me mets pas au défi, moi. Moi, ça ne change rien du tout, je dors très bien la nuit. Il est venu 6 mois après, il m'a dit, ah ben j'ai pris la carte du mariage. Il me regarde, il me dit, eh ben je l'ai eu. Ah bon, tu l'as eu? Je dis, ah ben c'est bizarre, parce que dans les règles de l'absolu, il y a un truc qui ne va pas. Il m'a dit, je l'ai eu. Elle n'a jamais touché un garçon. Psh. J'ai réfléchi, je lui ai dit, et les filles, t'as vérifié? Le gars, il est devenu blanc. Il m'appelle 2 semaines après, il me dit, Rabbi Chetrit, j'ai vérifié. Pourquoi tu crois que le bon Dieu l'a donné des règles? Ah, ça sert à rien. Tu voles, tu mens, tu triches et tu détruis, et après on te donne une sadéquette. Vous suivez ou non? Les choses, elles sont d'une précision violente. Violente. Donc toi, tu peux t'améliorer, tu peux t'arranger et tu peux exiger. Comprenez ou non? On ne rentre pas chez Hermès avec 5 €. Parce que pour 5 €, ils te donnent le sac en papier avec la cordelette en cuir. Tu rentres avec 25 000 €, ils te disent, monsieur, choisissez ce que vous voulez. C'est normal. Et après? Alors, j'ai perdu ma mère il y a un peu plus d'1 mois. Dois-je mettre en suspens la recherche de mon zibou? Je viens de rencontrer quelqu'un, mais je n'ose pas vraiment faire connaissance car j'ai peur que ce soit à sourd à cause de mon deuil. Alors, normalement, la halakha, quand une date est déjà fixée, même en cas de deuil, on ne repousse pas le mariage. D'accord? En cas de deuil, on ne repousse pas le mariage. Maintenant, là, il n'y a pas de date fixée puisqu'il n'y a même pas de rencontre. Après, maintenant, on est dans un esprit, quelqu'un il a perdu sa mère il y a 1 mois. Donc il doit réfléchir, est-ce qu'il est dans un esprit de rencontrer ou pas rencontrer? Maintenant, dans l'absolu, ouais, on peut faire même des fiançailles, un Tisha B'Av, d'après ce que je me rappelle, ouais. Donc ça veut dire que c'est dommage, parce que même quand tu vas rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu vas l'épouser. Oui, on peut rencontrer quelqu'un et dire dans quel esprit on est, et de calmer le jeu pour réussir à se marier à la fin du deuil. Parce que la mère et le père, c'est très important, c'est pas un cousin ou alors le concierge de l'immeuble, c'est vraiment quelqu'un de proche. Donc c'est par rapport à ça qu'il y a une khumra. Maintenant, vous pouvez demander à un dayan la halakha, mais dans l'absolu, je ne pense pas qu'il y ait un problème de rencontrer, si du moment qu'on est sincère avec la personne, de dire que ça risque de prendre un peu de temps parce qu'il y a ce problème de deuil, et qu'on se sent mal d'aller sous la choupa alors qu'on n'a même pas fini de pleurer sa mère. Maintenant, par ça, c'est très possible que la maman, elle, dans l'absolu, dans le ciel, elle est très contente que tu te maries et qu'elle prie pour toi, et que si c'est une fille super, c'est dommage de rater pour des notions comme ça. Donc il faut juste avoir cet équilibre-là, de comprendre que si ça va durer plus longtemps parce qu'il va y avoir la fin du deuil, donc de faire les choses avec équilibre. Ça veut dire que quand vous laissez le plat sur le feu, il va brûler. D'accord? Donc si on sait que ça va durer un certain temps, il ne faut pas monter trop vite la surenchère des sentiments. Sinon malheureusement, on va être trop excité et on va faire des avérotes. Donc il faut avoir l'intelligence de faire les choses avec un certain rythme, maintenant de se connaître et d'avancer et de fixer une date de fiançailles. Ouais, et ensuite de mariage. Bon, chez les gens pas religieux, 1 an c'est rien du tout, c'est normal. Ouais. 3 ans c'est moyen et 10 ans c'est excessif. Ouais. Et chez les gens religieux c'est un peu long, 1 an. Mais encore une fois, c'est une question d'évaluation au cas par cas pour voir si c'est vraiment une fille qui vaut la peine et qu'on est en situation 2 et que vraiment on est dans une logique de pureté, de sainteté. Alors pourquoi pas? C'est pas un truc qui est interdit, c'est pas interdit de faire un chilour pendant le deuil. D'après ce que je sais de la halakha, c'est pas interdit. D'accord? C'est seulement, est-ce qu'à 1 mois après la perte de ta mère, tu es dans l'esprit? C'est quand même bizarre. Voilà, donc c'est la question, c'est pas est-ce que la fille elle est bien, c'est quelle relation tu as avec ta mère. Bon, et à part ça? Dernière question. Dernière question? Dommage, comment ça me plaît. Où est-ce qu'il est celui-là? S'il y a une rupture avant le mariage, d'accord? Ça arrive. Dans quelle mesure peut-on se dire Gamzou les Torah, et dans quelle mesure doit-on se remettre en question? C'est sûr que ce n'était pas destiné à aller plus loin ou non?
Alors, pourquoi on a créé la période des fiançailles? C'est justement pour ça. Malgré qu'on a bien réfléchi, malgré qu'on a bien rencontré, malgré qu'on a bien fait le chidour, on se fiance. Après les fiançailles, il y a une période. Cette période-là, en vérité, elle permet qu'on n'est pas encore physiquement ensemble, puisqu'il n'y a pas eu la roupa, mais on est très impliqué, on est au regard des autres, on est dans la famille. Si à ce moment-là, ça sert aussi de terrain révélateur, parce que la personne à ce moment-là, qu'elle est un peu plus à l'aise et un peu plus lâchée, peut-être elle peut montrer sa colère, peut-être elle peut remonter son mauvais caractère, peut-être on peut découvrir des choses très graves, des choses cachées, des vices tordus, donc c'est pas grave. Maintenant, si ça part on parle maintenant, encore une fois, d'équilibre, c'est-à-dire on a fait les choses avec intelligence, on a fait tout. Maintenant, il ne faut pas vivre dans le reproche de se dire on a cassé les fiançailles, c'est de ma faute, c'est de mon truc. Non, on est des gens intelligents, on a été l'un vers l'autre, on a poussé le maximum le test. Maintenant, si le test il se révèle qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre, c'est pas la peine de se forcer. C'est qu'on n'est pas obligé de se marier parce qu'on s'est fiancé. D'accord? Et quand on va analyser l'échec des fiançailles, il faut prendre les éléments tels qu'ils sont. C'est-à-dire que si ça a été des problèmes de maturité, des problèmes de colère, des problèmes de lourdeur, donc il faut avoir aucun regret. Maintenant, si c'est des gens que malheureusement, ils ont révélé par exemple une peur de se marier, ou un vrai problème d'argent, ou que les parents ne se sont pas entendus, ou qu'on a eu une relation très superficielle. Alors, mais encore une fois, quelle que soit la fin de l'analyse, ne plombez pas votre avenir avec une réalité du présent ou du passé. Tirez les leçons. Si vous êtes conduit comme une gamine ou comme un gamin, si vous avez mal parlé, si vous n'avez pas maîtrisé votre colère, si vous êtes conduit comme un brel, tant pis pour vous. Et bien pour la prochaine fois. Parce qu'on dit que pour réussir un deuxième mariage, il faut réussir un premier divorce. Maintenant, les gens un peu malins, pour réussir un mariage, ils réussissent un premier fiançailles. C'est pour ça toujours que quand il y a des questions de Shalom Bayit, je demande aux gens, mais comment ça s'est passé la période des fiançailles? Est-ce qu'il y avait de la communication? Est-ce qu'il y avait de la gentillesse? Est-ce qu'il y avait du respect? Est-ce qu'il y avait de la solidarité? Mais si les gens disent on se parlait pas, on s'engueulait tout le temps, on s'insultait, je ne sais même pas comment ils sont faits pour se marier. J'aurais cru que ça allait s'arranger après. D'accord? Ou non, le contraire. Si ça se passait très bien et qu'après la roupa c'est difficile, ça veut dire qu'ils ont cru que la vie c'est un long fleuve tranquille et qu'il faut arrêter le combat après qu'on est rentré en guerre. Mais non, quand on se marie, c'est là qu'il faut faire lever le travail. Avant, c'est juste théorique dans le fiançailles. Mais dans le mariage, c'est là que ça devient pratique et c'est là que l'Yetzirah, il a une très très grande force. Puisque dans le mariage, la mitzvah c'est de faire un et le Yetzirah c'est de faire deux. Donc ne t'étonne pas qu'il y a des quiproquos, qu'il y a des malentendus, qu'il y a des incompréhensions, qu'il y a des nerfs, qu'il y a des stress, qu'il y a des intervenants extérieurs, qu'il y a des soucis avec l'argent, avec la maladie, avec le corps, c'est normal. Parce que le Yetzirah, il fait son travail. La question c'est qu'est-ce qu'on fait au-delà du Yetzirah? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va utiliser nos différences pour se rapprocher ou est-ce qu'on va subir nos différences pour se séparer? Ça va? Mais, a priori, la période des fiançailles, c'est un bon test pour voir exactement qu'est-ce que la personne elle a dans le ventre. Maintenant, si ça se passe mal ou que ça se termine, encore une fois, c'est pour ça qu'on a créé les fiançailles, pour que la personne elle puisse avoir une période entre guillemets d'essai, sans avoir besoin de vivre ensemble, de dormir dans la même maison, mais où on peut voir un peu plus du caractère de l'autre pour voir dans quelle mesure est-ce qu'il va continuer à me respecter malgré qu'on n'est pas encore marié. Hazak Ovo. Juste avant de redonner la parole, on a sorti un nouveau CD, peut-être vous l'avez vu sur le Facebook, avec 20 cours à l'intérieur en MP3. On en a amené, ils vont vous être distribués gratuitement. Vous pouvez les écouter, les mettre sur votre iPhone, les distribuer, les copier, il n'y a pas de droit d'auteur. Maintenant, moi, à part ça, j'ai besoin de vous en tant qu'ambassadeur. Comme Baruch Hashem, vous êtes tous des tzadikim. Donc, on en a amené un peu plus que le nombre que vous êtes. Chacun, il peut en prendre 5, 6, 7 ou 10, selon le nombre de copains. Vous avez la possibilité de rencontrer des gens que nous, on ne peut pas rencontrer. Alors moi, je vous fais un deal avec vous. Moi, je vous donne le CD. Ça coûte cher un CD, voilà, produire, en 15 000 exemplaires. Moi, je vous donne le CD, et vous prenez le mérite du CD. Ça veut dire que si, avec ce CD, moi j'ai des gens qui arrêtent la drogue, qui se marient, qui se remettent à travailler à l'école, qui arrêtent donc, tout le mérite de la mitzvah qui va ressortir, je vous le donne. Seulement une condition, que vous prenez les CD avec vous, je vous les distribuer au lieu de les laisser dans un placard. Ça va? On est OK? Ils sont à l'extérieur. Merci beaucoup.